Bonsoir. Alors avant de commencer un peu, je vais attendre encore une petite minute pour laisser les personnes arriver, mais est-ce que vous m'entendez bien? Visiblement quand j'ai dit: «Bonsoir», ça a réagi, donc ça a l'air. OK, super, merci. Alors alors, bon, bah, on va commencer. Il est 20h01. Si d'autres personnes arrivent, elles nous rejoindront en cours de route. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Alors, donc les micros sont désactivés pour des questions de confort sonore pour tout le monde pendant le temps où où je vais parler et quand ce sera le moment, où vous pourrez poser des questions ou interagir avec moi, on pourra remettre en route les micros pour que vous puissiez, si vous avez envie de participer, oralement, le faire. Et sinon, bah, de toute façon, n'hésitez pas pendant tout le long, à écrire dans le chat si vous avez, des questions, si vous avez envie de partager des choses, vous êtes bienvenus. Alors, donc je vais commencer je vous donne un peu le programme, de ce soir. J'ai choisi de vous parler, des états d'expansion de conscience. Donc il va y avoir une petite partie où je vais commencer par vous parler de moi, me présenter un peu et vous expliquer aussi, bah, comment j'ai connecté avec les expansions de conscience dans ma vie. Ensuite, je vais vous donner, quelques explications sur, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et cetera, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, je vous donnerai quelques exemples, de mes accompagnements et des réparations ou des choses qui peuvent être vécues en expansion de conscience. Et puis je terminerai, à la fin par vous faire faire une petite, expansion de conscience guidée pour vous faire découvrir, goûter un petit peu à cet outil, même si on est nombreux et qu'on est, en visio, ça peut très bien être, très sympa à explorer quand même. Alors, je vais commencer d'abord par me présenter. Donc, je suis Amélie Carlier, j'ai commencé ma carrière en étant psychologue clinicienne, j'avais fait des études à la fac de psycho. J'ai commencé donc à exercer en 2003 et très rapidement j'étais en psychiatrie avec des ados à l'époque. Très rapidement, je me suis rendu compte que les outils qu'on nous avait, transmis à la fac étaient très enfin, pas assez, étendus pour moi. Ça restait très mental, ça restait, dans le langage et si on tombait sur des personnes qui étaient pas langagières, qui avaient du mal à s'exprimer avec des mots ou des personnes qui, c'était pas simplement pas leur fil conducteur, bah, déjà ça bloquait le travail et puis, ben, j'avais l'impression que j on n'allait pas au bout de la guérison puisqu'on restait sur un plan plus intellectuel et un petit peu émotionnel, mais c'était vraiment, limité. Donc assez rapidement, j'ai cherché à me former à d'autres outils pour venir compléter, cette formation universitaire que j'avais eue. Donc j'ai commencé à me former à tout un tas d'autres choses et puis, en 2008, alors que donc j'exerçais déjà depuis 5 ans, mon métier de psychologue, je suis tombée enceinte d'un petit garçon, donc c'était ma troisième grossesse. J'avais déjà 2 petits bouts de chou de 3 et 6 ans et je suis tombée enceinte d'un petit garçon, de manière totalement imprévisible puisque j'étais sous stérilée et que je n'avais pas le projet d'avoir cet enfant au départ. Et je venais juste de m'installer en libéral. J'avais quitté le milieu hospitalier parce que c'était beaucoup trop de contraintes pour moi. J'avais besoin d'être beaucoup plus libre dans ma façon de travailler et d'accompagner les gens.
Et donc ce petit, bout de chou se pointe, à un moment qui est pas du tout, le bon pour moi puisque, je démarre mon installation en libéral, je démarre un cabinet, j'ai 2 enfants en bas âge à gérer, donc c'est pas le moment pour moi. Mais une fois que j'apprends que je suis enceinte, tout de suite, je connecte avec cette petite âme et j'ai envie de le garder. Donc je fais retirer mon stérilet, je poursuis ma grossesse. Je vis une grossesse, voilà, un peu chamboulée par tout ce qu'il y a à faire à côté, mais voilà, je suis quand même contente. Et donc en juillet 2008, je j'accouche de ce petit garçon, heu et 8 jours après l'accouchement, ce petit garçon décède. Donc ça a été une expérience de vie, comme vous pouvez l'imaginer, très bouleversante, très traumatisante. Et en fait, au moment où ce petit garçon, donc il est décédé d'un virus, hein, on l'avait emmené à l'hôpital à 13h parce qu'on voyait qu'il allait pas très bien. Il est décédé à 23h, donc ça a été très, très rapide. Et au moment où ce petit garçon est décédé, moi, j'étais dans la salle d'attente avec mon mari. On attendait depuis des heures. On avait pu le voir 2 fois quelques minutes, en s'harnachant pour entrer en néonat. C'était très complexe. Et au moment où, j'étais dans la salle d'attente et où son âme, est partie, après un 3e arrêt cardiaque, ils ont pas réussi à le réanimer, j'ai fait une sortie de corps. Donc en fait, à l'époque, j'étais pas du tout, je connaissais rien à la spiritualité, à part, j'avais fait un peu d'église et de caté quand j'étais enfant, mais c'était tout ce que je savais de la spiritualité. Enfant, j'avais connecté à pas mal de choses, mais je savais pas ce que c'était, je savais pas l'expliquer, l'intellectualiser. Et là, ben, pour la première fois à l'âge adulte, j'étais, hem, en lien avec quelque chose que je ne maîtrisais pas, que je ne comprenais pas, parce que ça ne m'était jamais arrivé avant. Et donc dans la salle d'attente, alors que je ne savais pas encore qu'il était décédé, j'ai eu une absence. J'ai mon âme a décollé, c'est le cas de le dire. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, je l'ai compris qu'après. Mais pendant alors que j'étais dans un état d'angoisse, mais vous imaginez bien, en train d'attendre qu'on vienne me donner des nouvelles de mon fils. J'avais des palpitations, j'avais mal au ventre, j'étais vraiment très mal et tout d'un coup, je me retrouve dans un ailleurs, donc plus dans le même espace, plus dans la même temporalité, puisque j'ai eu du mal après à situer combien de temps, j'étais partie. Et dans cet espace, tout était beau, tout était agréable, j'avais plus peur, j'étais en confiance, j'étais sereine et j'entendais qu'on me disait: «Tout va bien se passer, tout va bien se passer». Donc pendant quelques instants, j'étais mais vraiment bien et quand je suis revenue dans mon état ordinaire de conscience, j'ai gardé cet état de bien-être pendant un certain temps où j'étais du coup confiante, sûre que tout allait bien se passer, tellement j'étais vraiment rassurée par ce que j'avais vécu. Et quelques temps après, je ne sais plus dire combien de temps, ils sont venus, à 4 personnes nous annoncer que notre fils était décédé. Donc là, évidemment, ça a été très violent, je suis passée par des émotions, très intenses. Mais il s'est ouvert une brèche à ce moment où j'ai fait ma sortie de corps et les heures qui ont suivi le décès, j'étais comme scindée en 2. Il y avait une partie de moi qui était dans la souffrance de la mère incarnée qui a perdu son enfant et c'était très douloureux et puis qui avait peur, peur de pas s'en sortir, peur de pas retrouver pied, enfin voilà. Et puis il y avait une autre partie de moi, qui était mon âme, qui était complètement lucide, qui savait ce qui lui arrivait, et qui avait, plein de canalisations qui descendaient. On me disait, pourquoi il était venu dans ma vie, qu'est-ce que ça allait m'apporter, comment je pouvais cheminer avec ça. Enfin bref, j'étais un peu téléguidée. Donc sur le moment, j'ai pas compris ce qui m'arrivait et puis en fait, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'on a mis sur mon chemin, une personne, qui travaillait dans le développement personnel, dans la spiritualité, c'était une femme qui était docteure à la base et qui après, s'était formée, pour accompagner les autres et c'était une amie d'enfance de mon père, qu'il n'avait pas vue depuis 30 ans et quelques jours après le décès de mon fils, elle est revenue dans sa vie, par hasard, par les synchronicités. Et quand elle a su le drame qui venait de m'arriver, elle m'a proposé, de venir passer un week-end où elle faisait des initiations sur les expansions de conscience et où elle m'a dit: «Je vais t'expliquer ce qui t'est arrivé dans cette salle d'attente, je vais t'expliquer ce qui se passe, pourquoi c'est bizarre tout ce qui t'arrive là, et je vais te guider si tu en as envie». Donc j'ai commencé ce chemin avec elle ça a duré pendant 3 ans. Ça m'a aidée, bien sûr, à traverser mon deuil, à en faire quelque chose, de positif et de constructif, même si c'était douloureux et à partir de là, j'ai intégré dans ma pratique,
petit à petit ces outils que j'ai trouvés pour moi-même extraordinaires et pour toutes les personnes aussi parce qu'il y avait des choses qui se faisaient en groupe. Donc je voyais des réparations, des guérisons pour les personnes qui étaient avec moi dans ce groupe et je les ai mis en place petit à petit dans mon travail d'accompagnement. Donc aujourd'hui, je ne me dis plus psychologue, je ne me présente plus en disant je suis psychologue, je dis je suis thérapeute holistique parce que ça englobe plus ce que je fais. C'est plus représentatif de mon travail à l'heure d'aujourd'hui, puisque je travaille sur l'être dans sa globalité, corps, cœur, mental et esprit, âme. Donc c'est pour ça que j'ai changé d'appellation dans ce que quand je me présente. Et donc, j'accompagne les personnes avec tout un tas d'outils sensoriels et qui permettent aussi de travailler sur le plan énergétique à tous les niveaux. Donc, je fais de la sonothérapie, je fais de l'olfactothérapie avec les huiles essentielles, je fais des massages intuitifs ayurvédiques et je travaille énormément avec les expansions de conscience et les visualisations réparatrices à des niveaux modifiés de conscience qui sont pour moi des outils extrêmement puissants et qui me permettent d'accompagner les gens vers des guérisons magnifiques. Voilà, donc c'est le thème que j'ai choisi de partager avec vous ce soir. Mais cette petite introduction était importante parce que ça vous explique comment je suis tombée là-dedans, comment c'est venu à moi sans que je ne m'y attende et comment ça a fait aussi faire un virage à 180 degrés à ma vie personnelle, mais aussi à ma vie d'accompagnante et de thérapeute. Alors pour vous en parler un petit peu plus et vous expliquer ça, je vais vous faire un petit partage d'écran. Tac. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que je vous partage? Super. Alors, donc pour vous expliquer de manière un peu plus précise et technique, de quoi il s'agit pour les expansions de conscience, je vais me référer à des personnes, qui m'ont beaucoup enseigné et apporté, et les personnes qui s'y connaissent énormément puisque c'est leur travail de base. Moi, je ne fais qu'utiliser l'outil. Donc, je vous donne des définitions, qui ont été données par Dominique Lussan, que certains connaissent peut-être, qui a beaucoup travaillé sur, les expansions de conscience et avec le laboratoire Monroe dont je vais vous parler après. Donc, ces expansions de conscience sont connues sur tous les continents depuis des millénaires. Ils conduisent à l'illumination, au dream time, au nirvana, à l'extase, enfin bref, tous les termes qu'on connaît, les mémoires akashiques, etc. L'ethnologie, elle les définit comme des états de transe ou de chamanisme. Donc, vous voyez, il y a plusieurs appellations selon comment on voit les choses. La psychologie classique, elle parle de sentiments océaniques ou d'états étranges de la conscience. La psychologie transpersonnelle, elle les nomme états non ordinaires de conscience ou états modifiés de conscience ou états d'expansion de conscience, donc le terme que j'ai employé moi ce soir pour nommer cette conférence. La neuropsychologie, elle parle de fréquences et d'ondes cérébrales. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer des petits schémas. Et les physiciens parlent de champs électromagnétiques. Les mathématiciens parlent d'espace fractal à dimensions multiples. Donc voilà, ça vous donne un panel de toutes les appellations selon de quel point de vue on regarde ces états-là. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, si on se réfère, alors là, je vous donne des documents que j'ai tirés des conférences, des PDF qui sont en ligne gratuitement sur le site internet du docteur Catherine Henry-Plessier, qui est la personne qui m'a accompagnée après le décès de mon fils pendant 3 ans, auprès de laquelle je me suis formée à ces outils-là. Donc, les états d'expansion de conscience sont définis soit de façon quantitative, avec des choses mesurables, ou soit de façon qualitative, avec des impressions et des choses qu'on vit dans notre corps. Donc, quand on est dans l'état d'éveil ordinaire, comme on est là ce soir en train de discuter, vous d'écouter, moi de parler, on est dans l'état d'onde cérébrale bêta, donc qui correspond à 13 Hertz et plus. Si jamais on se détend, qu'on fait une petite relaxation, qu'on arrive à s'apaiser, à avoir un rythme cardiaque plus calme, etc., on va passer en onde alpha de 8 à 12 Hertz. Si on continue d'aller plus loin dans les ondes cérébrales, on va arriver aux ondes θ
Donc, vous avez dû entendre parler du Theta Healing, qui est très à la mode à l'heure d'aujourd'hui, qui est tout simplement une façon de guérir en allant au niveau Theta d'onde cérébrale. Et puis, vous avez encore après les ondes delta, qui sont vraiment très, très, très lentes, de plus en plus lentes. Et on a les ondes gamma, qui, elles, sont au contraire très, très, très rapides et plus rapides que l'état ordinaire de conscience. Et c'est les états dans lesquels on est dans des concentrations accrues, où on a tous nos sens qui sont en éveil, où on a des perceptions particulièrement subtiles. Donc ça, c'est l'approche quantitative. Si on va du côté de l'approche qualitative, un des aspects suivants du vécu ordinaire est modifié. On n'a plus la notion du temps, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, je n'ai pas su, c'est mon mari après coup qui m'a dit combien de temps je m'étais absentée, mais je n'avais aucune notion de combien de temps j'étais partie. L'espace, on ne sait pas vraiment où on est, mais on n'est plus dans cet espace. Notre corps, on ne le perçoit plus du tout de la même façon. Et notre conscience aussi, notre moi n'est plus du tout non plus la même perception. Hop. Donc là, je vous ai mis des ondes cérébrales pour vous montrer tout simplement comment ça se passe. Voilà. Donc ça, c'est l'état d'éveil normal. Vous voyez, c'est pas mal rapide et stimulé un peu dans tous les sens. Quand on passe en alpha, ça se ralentit un peu. On voit, c'est moins rapide. Theta, c'est encore plus lent. Et delta, on est vraiment dans des choses beaucoup plus calmes et lentes. Et quand on est dans gamma, et ben là, c'est très, très, très séquencé, rapide, mais on n'a pas conscience que ça va aussi, enfin, que c'est aussi rapide dans notre tête. Alors ça, je vous ai parlé tout à l'heure du laboratoire Monroe, donc c'est aux États-Unis. Donc c'est un laboratoire dans les années 50, 60 qui a travaillé sur essayer de décortiquer les différents niveaux de conscience, comment ça se passe, et qui a fait des ponts avec les états de conscience que Jung avait nommés, et aussi avec les états qu'on décrit dans le yoga et dans les corps énergétiques au niveau ayurvédique. Donc, on reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, quand on arrive dans les ondes alpha, donc on commence à changer légèrement de niveau de conscience. Notre espace est toujours limité, notre notion de l'espace. Notre corps, il est toujours limité aussi. On se sent légèrement relaxé, un peu plus endormi que d'habitude. L'espace-temps, enfin le temps, pardon, la notion du temps est toujours limitée. Et notre moi, eh ben, c'est notre corps et c'est notre esprit éveillé. Donc, ils ont appelé ça, dans les laboratoires Monroe, le focus 10. Donc, quand on travaille avec les outils de niveau de conscience de Monroe, on va avoir une façon de faire qui va nous permettre de compter pour monter en niveau de conscience, aller explorer des niveaux de conscience, et on va décompter quand on veut redescendre dans le niveau de conscience ordinaire. Donc, on appelle ça focus 10, focus 12. Il y a plusieurs niveaux de conscience qui ont été déterminés en fonction des perceptions. Donc, quand on arrive au focus 12, on commence à sortir du niveau de conscience ordinaire. Donc là, on appelle ça le début d'expansion. Le corps est endormi et il y a une légère sensation comme si on avait un peu la sensation de palper notre aura. On est un peu plus expansé. Moi, j'appelle ça bonhomme Michelin. On sent qu'on gonfle dans notre énergie. La notion du temps, elle est encore limitée. Et là, on se rend compte qu'on est plus que notre corps physique, puisqu'on commence à palper des choses à l'extérieur de notre corps. Donc, on se rend bien compte qu'on est plus qu'un corps physique. Et on va pouvoir aller chercher des informations sur notre inconscient personnel, c'est-à-dire des choses que vous avez vécues, que vous avez oubliées, vous avez mis un peu dans un coin, vous avez refoulé. En allant dans ce niveau de conscience et en repassant sur votre histoire de vie, en reparlant, en revoyant un peu les scènes de votre histoire, eh bien là, vous allez avoir accès à des mémoires très précises, de situations précises, de sensations dans votre corps. On peut retrouver, moi, en expansion de conscience, je vous donne une anecdote, j'ai retrouvé le goût du téton de ma mère quand elle m'allaitait, alors qu'elle ne m'a allaité que jusqu'à 6 mois. Donc, normalement, je n'aurais pas eu accès à cette information, je n'aurais pas eu le souvenir de cette sensation. Et là, dans ces états modifiés de conscience, j'ai retrouvé la chaleur, le goût tout doux, moelleux du téton maternel quand j'étais allaitée. Donc, vous voyez, ça va loin dans ce qu'on est capable de recontacter en termes de sensations, en termes d'émotions. Si on a vécu une émotion très intense, même enfant, on va retrouver le ventre qui se noue au moment où on a peur. Enfin, vraiment, on a contact avec des choses très précises.
de notre inconscient personnel quand on est à ce niveau focus 12. Donc, je ne vous ai pas donné les références, mais pour le focus 10, on était dans le corps physique. Dans le focus 12, on est dans le corps éthérique. Focus 15, on arrive dans les ondes Theta. Donc, quand on est dans le Theta Healing, c'est dans ces ondes-là qu'on amène les personnes. Donc là, on est en dehors de l'espace et du temps. On ne sait plus le temps qui passe. Moi, quand je fais ce travail en expansion de conscience avec mes patients, des fois, la séance, on dépasse le temps parce qu'on est, eux comme moi, complètement sortis de l'espace et du temps dans ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, des fois, à 10 minutes, un quart d'heure près, je dépasse mon temps de consultation parce que j'ai plus notion et eux non plus. Et là, on peut travailler dans les ondes Theta sur l'inconscient familial. Ça veut dire qu'on peut commencer à aller chercher même des informations du transgénérationnel et réparer des blessures de la lignée, couper des liens, faire des choses pour se libérer soi de conditionnement, de blocage, de choses qui sont en lien avec nos ancêtres. Et là, on est dans le corps astral. Focus 21 jusqu'à Focus 23, on est dans les ondes Delta. Et donc là, on a accès à d'autres formes d'énergie. C'est là qu'on peut avoir contact avec nos guides, avec des anges, avec des âmes, avec tout un tas d'autres formes d'énergie qui sont plus incarnées. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce n'est pas l'énergie de quelqu'un qui est un être humain à côté de nous. C'est des énergies qui sont éthérées, en fait. Et donc là, on est dans l'inconscient collectif. Ça veut dire qu'on peut aussi aller chercher, pour le coup, là, des mémoires collectives, des choses qui se sont passées dans le passé, qui peut-être nous touchent et auxquelles on est relié. C'est là qu'on va être aussi en lien, alors un peu plus loin, hein, entre le focus 25 et 26, avec les archétypes et les égrégores. Donc, si par exemple, alors ça peut être du positif comme du négatif, ça peut être aller chercher des archétypes pour faire descendre des compétences, des choses en nous auxquelles on n'avait pas accès, mais s'imprégner d'un archétype pour oser mettre en place des choses dans notre vie. Mais ça peut aussi être aller travailler sur des égrégores qui nous enferment. Je donne un exemple. Vous avez travaillé dans la fonction publique pendant 20 ans ou 25 ans. Vous changez, vous voulez sortir de la fonction publique pour aller vers une activité indépendante. Parfois, on est rattrapé par l'égrégore de la fonction publique et on a du mal à sortir sans se faire sans cesse ramener et on a des blocages à pouvoir partir. Parfois, en allant le travailler en expansion de conscience, on va pouvoir couper, dire merci, remercier cet égrégore duquel on a fait partie pendant un certain temps, mais ensuite se libérer, couper ce lien pour pouvoir se libérer complètement et aller vers la vie d'indépendance sans être coincé par cet égrégore. C'est un exemple comme un autre des égrégores, il y en a plein, il y en a des positifs comme des négatifs, comme des qui nous entravent, on va dire, parce que positif, négatif, c'est une façon de le dire qui n'est pas forcément la plus juste, mais en tout cas, il y a des égrégores qui vont nous bloquer, nous entraver, et d'autres qui vont plutôt être positifs et nous faire du bien, donc ça dépend comment on vit les choses. Ensuite, on arrive au focus 27, et là, on est dans les ondes gamma, et c'est dans cet espace qu'on appelle l'espace diamantaire, qu'on appelle la source, qu'on appelle comment on a envie de l'appeler, l'espace de guérison ou autre, qu'on est dans un état de vacuité, d'illumination, et on est dans l'inconscient universel. Dans cet espace, là, on est dans les corps subtils bouddhiques et atmiques en Ayurveda. On a la sensation d'être interrelié avec tout. On ressent ce que ressent la terre, on ressent ce que ressentent les animaux, on peut être dans des interconnexions comme ça avec tout un tas d'êtres. Et du coup, on n'a plus du tout l'impression d'être isolé, d'être seul et d'être coupé des autres. Et c'est là aussi que du coup, on a beaucoup, beaucoup de compassion et d'amour pour tous les règnes et tous les êtres qui nous entourent parce qu'on peut ressentir ce qu'ils ressentent, on est vraiment interconnecté, quoi. Donc moi, quand je vis ces états-là, en général, quand je reviens à moi, j'ai des larmes de grâce qui ont coulé sur mon visage tellement c'est puissant, tellement c'est fort et tellement c'est beau et ça fait du bien. Après, il faut avoir envie de redescendre. Donc, il faut pouvoir avoir bien fait les racines avant de faire ça. Alors, je vais continuer. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Voilà, là, je vous ai mis ça parce que c'est intéressant aussi. Donc, on peut réparer des mémoires émotionnelles par les états modifiés de conscience. Et donc, je vous ai mis un petit schéma avec les différents corps, justement, énergétiques à côté du corps physique. Et pour vous montrer à quels endroits se situe ce qu'on disait tout à l'heure, les mémoires personnelles. Donc, elles sont un peu plus près du corps physique, vous voyez. Les mémoires familiales sont un petit peu plus éloignées, c'est ce qui est en vert.
Et les mémoires collectives sont encore plus éloignées dans les corps un peu plus subtils, un peu plus loin. C'est ce qui est en violet. Voilà. Donc la conscience s'expanse dans le corps émotionnel. Elle connecte la mémoire. Tout ça, c'est des mémoires qu'on peut avoir en nous. Ensuite, la mémoire s'ouvre. On va libérer les charges émotionnelles qui sont rattachées à cette mémoire. On va écouter l'enfant intérieur qui a quelque chose à nous dire. C'est notre enfant intérieur, c'est notre histoire personnelle. Et on peut aussi travailler avec ses parents, en lien avec ses parents, avec ce qu'on a vécu. Et on peut à un moment donné devenir nous, l'adulte d'aujourd'hui, peut devenir notre propre parent bienveillant, aimant et protecteur. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, les gens que j'accompagne, c'est que comme il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie, quand vous prenez le temps de remonter le temps en expansion de conscience et d'aller voir l'enfant intérieur et d'agir pour le protéger, pour le réparer, et ben en fait, ça me fait penser un peu au film futuriste où on fait retour dans le futur et où on va changer quelque chose. Et en fait, on va réparer cet enfant, le protéger et le rassurer, et ce qui fait qu'il ne sera plus souffrant dans notre vie d'adulte là, maintenant. Et donc, on sera libéré de cette souffrance qui nous entrave, qui nous bloque, et qui nous conditionne à vivre certaines choses qu'on n'a pas envie de vivre dans la répétition, etc. Donc, c'est un outil de réparation qui est vraiment très puissant. Alors, ensuite, tac. Alors, les autres mémoires qu'on peut travailler, donc on en a un peu parlé en expansion de conscience, tout peut se réparer. Les mémoires karmiques, donc on peut aussi retrouver des bribes de vie antérieure et aller faire un travail sur elles. Les mémoires familiales, on peut aller honorer ses ancêtres, les remercier. J'ai déjà fait beaucoup de travail aussi pour remettre à sa juste place des personnes qui ont été bannies de l'arbre, parfois dans les histoires familiales. Donc, on va remettre les personnes à leur juste place dans l'arbre, dans notre arbre en tout cas, dans notre histoire familiale. On peut leur demander de nous libérer de fidélité négative. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai une personne qui a une arrière-grand-mère qui a perdu un bébé en bas âge, qui a fait plusieurs fausses couches, qui a eu un maternage très, très, très lourd et dramatique. Je n'arrive pas, par exemple, à tomber enceinte et avoir des enfants parce que j'ai cette mémoire que devenir mère, c'est vivre des drames à répétition, que c'est horrible et j'ai pas envie de vivre ça. Donc, même si consciemment, j'ai très envie d'être mère, inconsciemment, tout mon être fait tout pour ne pas que je tombe enceinte parce que c'est trop prendre de risques et c'est trop violent. Donc, on va en expansion de conscience, on retrouve la mémoire familiale de la souffrance et du drame qui a pu impacter plusieurs personnes dans l'arbre. On va réparer cette mémoire familiale et on va demander à l'ancêtre après qu'on puisse se libérer l'une l'autre de cette mémoire douloureuse. On va pouvoir alors couper un lien et être soi-même libéré. On peut réparer l'arbre généalogique, découvrir des secrets de famille. En expansion de conscience, on a des réponses à des questions. Des fois, les gens me disent « Mais comment on peut faire pour travailler le transgénérationnel si on n'a pas les informations ?» Dès qu'on monte en niveau de conscience, comme vous l'avez vu, on touche aux mémoires familiales, on a les informations. Un peu comme quand vous faites une constellation familiale et que les gens qui sont présents là vont recevoir les informations de la personne qu'ils sont en train de représenter. Là, en expansion de conscience, on a la présence énergétique des personnes de la famille qui sont décédées ou autres, et on peut leur poser des questions et avoir les informations qui viennent. Donc, c'est très, très précis et très, très puissant. Les mémoires collectives, donc je vous disais, faire la paix avec les égrégores, envoyer de la lumière et de l'amour, intégrer le pouvoir des 8 familles d'archétypes. Alors là, c'est les différents archétypes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui ont été décrits justement par Jung et qui ont après été reprises par d'autres. Développer la puissance de notre ego positif plutôt que d'être emprisonné dans notre ego négatif. On peut s'expanser dans nos corps de lumière. Donc là, on a la sensation de retourner à la maison. Les personnes qui vivent ça le disent. J'ai l'impression d'être chez moi, j'étais bien, tout était beau, tout était agréable. Donc on va vibrer, on va résonner. On va faire l'expérience de ma vraie nature, du vrai je suis, qui est libérée de tous les conditionnements et toutes les croyances que je me suis collée sur le dos au fur et à mesure de mon expérience terrestre. On va rencontrer les énergies subtiles de lumière et d'amour. On va connecter avec le masculin divin et le féminin sacré ou divin, les énergies christiques, bouddhiques, les mères divines, les guides, les maîtres, les archanges. Enfin voilà, on peut avoir toutes les connexions avec tout ce qui existe dans l'éthéré. On peut recevoir des soins
des médecins du ciel ou des guides, des enseignements, des messages, des initiations. Moi, j'ai vécu beaucoup d'initiations, notamment en cérémonie cacao, quand je partais en expansion de conscience, parce qu'une fois qu'on a l'habitude d'aller en expansion de conscience, tout peut vous permettre de monter en niveau de conscience. Donc moi, à chaque fois que je vis des expériences, eh ben, ça peut être soit je fais un travail sur moi, soit je libère ma famille, ma lignée, soit j'ai des canalisations qui descendent et des initiations pour donner des soins aux autres. Enfin bref, on a plein d'informations. On visite des lieux sublimes. Voilà, ça peut être ce qui pourrait représenter le jardin d'Éden, la thalasso des âmes. Moi, des fois, j'arrive dans des espaces où je me fais accueillir et je reçois des soins, on m'allonge, on s'occupe de moi, de mon corps énergétique. Bon, voilà, c'est vraiment puissant et magnifique ce qu'on peut y vivre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour expanser sa conscience? Donc, il y a plein de façons différentes de le faire, bien sûr. Ça peut être accidentel, comme moi, comme j'ai vécu la première fois. Et c'est-à-dire que, bah, il se passe quelque chose. Alors moi, après, j'ai eu plus ou moins des explications parce que j'ai connecté avec l'âme de mon fils et il s'est passé plein de choses. Mais c'est comme si, en fait, j'étais tellement encore en fusion avec ce bébé qui n'avait que 8 jours, que j'avais porté, avec qui j'avais fait du cododo, que j'allaitais. Enfin, il y avait un lien tellement fort qu'au moment où son âme est montée, bah, mon âme a choisi de monter un peu aussi, quoi. C'est comme si je m'étais fait happer et entraîner avec lui. Donc il y a eu parce qu'après j'ai appris l'heure du décès. L'heure du décès correspondait à l'heure où j'ai fait ma sortie de corps. Donc en fait, tout s'expliquait après quand j'ai su tout ça. Mais ça peut aussi être que vous vivez un choc tellement violent dans un trauma que votre âme quitte un peu le corps et part, au-dessus pour ne pas vivre la douleur intense, l'émotion insupportable et donc c'est comme si l'âme vous protégeait en sortant du corps physique et donc là, on vit une expansion de conscience, pareil accidentellement, sans le savoir, sans l'avoir, prévu et c'est parfois compliqué parce que moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui avaient vécu des accidents violents de voiture ou des choses comme ça. Après, il faut des fois être accompagné pour redescendre dans son corps parce que parfois, on reste complètement au-dessus et on vit plus sa vie, on est à côté de ses pompes. Moi, j'ai accompagné des personnes qui, très jeunes, des gens qui avaient la vingtaine, qui vivaient un accident très grave, ils s'en sortent, on se dit waouh, ils ont eu de la chance, ils ont réussi à s'en sortir. Et en fait, ils dépriment. Ils dépriment parce qu'il y a une part d'eux qui est super bien là-haut et qui n'a pas du tout envie de revenir vivre des choses qui ne sont pas toujours faciles dans l'incarnation. Donc, il faut aussi les aider en allant les chercher et en les faisant progressivement, tout doucement, redescendre dans leur corps physique. Parce que, et parfois, ils n'accepteront de redescendre dans leur corps physique que quand le trauma qu'ils ont vécu émotionnel aura été nettoyé, libéré, parce que c'est trop violent de revenir dans ce corps physique et de se confronter à cette émotion qui a été trop intense. Donc voilà. Bon, à part les fois où on le vit accidentellement, sinon, on a d'autres techniques pour aller expanser notre conscience. Donc, la relaxation, bien sûr, le permet. Vous avez vu qu'on peut monter un peu en niveau de conscience. On ne va pas forcément aller jusqu'en focus 27, mais on va pouvoir quand même se détendre et changer de niveau de conscience. Il peut y avoir des techniques d'imagerie guidée. Ça, je vais vous en reparler après avec justement les laboratoires Monroe. Ça peut être des rêves éveillés. Donc moi, quand je fais faire des visualisations réparatrices aux gens, je les guide par des rêves éveillés. C'est un petit peu ce que je vais vous faire explorer aussi tout à l'heure. Des visualisations, donc pour moi, c'est quand même assez proche. De l'hypnose consciente. Hein, donc la personne garde le lead tout le long. Hein. Ce n'est pas comme quand on voit Mesmer à la télé qui prend le contrôle de la personne et qui lui fait faire tout un tas de choses. Là, ce n'est pas ça. Hein, c'est l'hypnose consciente. Ça veut dire qu'on est conscient de tout ce qui se passe et qu'on est conscient du processus et qu'on accepte de le vivre. La respiration. Donc, il y a des techniques de respiration tirées du pranayama, du yoga et de l'ayurveda, qui vont vraiment faire monter le taux vibratoire et le niveau de conscience. Hein, moi, en faisant des tantras blancs, des respirations intenses avec d'autres personnes, il m'arrive de voir défiler des images de leur vie antérieure, il m'arrive de voir des choses qu'on me montre à ce moment-là parce que je m'expanse pendant la respiration et donc j'ai accès à des choses que je ne vois pas d'habitude. Les pratiques corporelles telles que le yoga, certains types de danses, des danses de trance, des danses, par exemple la danse des 5 rythmes aussi, où on part, on laisse le corps faire ce qu'il a à faire. Et parfois, quand on fait des activités sportives répétitives, par exemple vous courez, du coup le corps fait sa vie, puis vous, votre mental, au bout d'un moment, il part un peu en flottement parce que il n'a rien à faire. Et là, hop, on change de niveau de conscience parfois. Quand on fait des activités répétitives aussi, hein, parfois vous êtes en train de conduire, alors là c'est dangereux, il faut faire gaffe, mais on est en train de conduire, on fait une route qu'on fait tout le temps la même, et il y a un moment, vous partez un peu en flottement, et d'un coup vous dites, au fait, je suis où là? Ah oui, je suis à ce rond-point là, c'est là que je dois aller. Il y a des gens qui me décrivent ça souvent.
Donc je leur dis, dans ce cas-là, vous avez intérêt à vous arrêter puis tapoter plusieurs fois sous le pied pour bien revenir dans votre corps parce que pour le coup, là, il y a des risques, de de pas être très attentif sur la route et c'est dangereux. Et puis bien sûr, la méditation de contemplation, de pleine conscience. À partir du moment où on est dans la pleine conscience de notre corps, là, tous les sens s'éveillent et on peut aussi partir en expansion de conscience à ce moment-là. Alors, je vous ai mis aussi ça, hein, bien sûr, il y a des sons. Tous les chants harmoniques ou les chants, que font les moines tibétains, là, ça y est, j'ai perdu le mot, enfin, biphoniques, je crois qu'on dit, ou un truc comme ça. Les cloches des églises ont parfois une vibration qui peut amener à ça, le didgeridoo, les cymbales, les bols tibétains, le chant grégorien, certaines musiques classiques, certaines musiques sacrées, le rythme du tambour, bien sûr, c'est bien connu, hein, qui nous fait partir en transe. Certains bruits de vagues de la mer qui sont répétitifs peuvent aussi avoir cet effet, ou la pluie, le bruit de la pluie qui tombe, le chant des baleines qui peut être très propice à ça aussi. Et puis, on peut également changer de niveau de conscience en consommant évidemment certaines plantes, comme les plantes sacrées utilisées dans le chamanisme. Donc là, je vous ai énuméré en. Donc voilà, le chaman utilise ces plantes sacrées pour faire des voyages. Donc, vous avez toutes les plantes qui sont énumérées à côté. La plus connue, c'est l'ayahuasca, bien sûr, mais il y en a plein d'autres. Et ça, bien sûr, on a intérêt à être accompagné, guidé et être bien ancré avant de faire ça. Parce que pour moi, c'est comme si vous preniez un ascenseur qui vous emmène directement au 27e étage brusquement. Et si on n'est pas accompagné, bien préparé, qu'on n'a pas le moyen de trouver le chemin pour reprendre l'escalier pour redescendre après, ça peut être vraiment chamboulant ou déstabilisant. Donc, on a vraiment intérêt à être bien accompagné pour faire ce genre de voyage. C'est aussi ce qui explique que certains jeunes qui ne sont pas bien ancrés, qui ont des difficultés, des blessures, des choses difficiles, des traumas, et qui vont fumer du cannabis, par exemple, parfois peuvent faire ce qu'on appelle les bad trips, c'est-à-dire qu'ils vont connecter des égrégores, des choses en montant en niveau de conscience sans y être préparés, sans comprendre ce qui leur arrive. Et quand ils redescendent avec tout un tas de trucs qu'ils ont emmenés avec eux et qui viennent prendre, et des fois, ils ne redescendent pas complètement, en plus. Donc, quand la place est libre et que l'âme n'habite pas le corps, on sait qu'on peut se faire habiter par tout un tas de choses qui ne sont pas toujours très sympathiques. Et donc, ils se retrouvent en psychiatrie, comme moi, j'en ai vu arriver pas mal quand je travaillais en psychiatrie ado, pour des bouffées délirantes, qui, heureusement, la plupart du temps, sont réversibles, mais ça arrive aussi que ça fasse une décompensation et que là, le gamin soit coincé dans des niveaux de conscience où il n'arrive pas à redescendre. Donc là, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc les substances, je dirais, voilà, il faut y aller avec précaution. Alors, hop. Alors, j'en reviens aux techniques de Monroe quand même pour vous partager ça. Donc, je vous disais, dans les années 50, ça a commencé. Dans les années 60, il a créé son propre laboratoire de recherche spécialisé dans l'étude de la synchronisation des ondes cérébrales. Et selon les chercheurs de cette entreprise, donc, certains sons et certaines fréquences, surtout des sons qui sont émis synchronisés, donc qui passent d'une oreille à l'autre, ont la faculté de nous faire changer de niveau de conscience. Ils auraient découvert une cinquantaine de combinaisons et Robert Monroe, qui maintenant est décédé, a fait breveter donc ce procédé en 1975 et a conçu une série d'outils. Donc avant, c'était des cassettes, après, c'est devenu des CD, avec des bruits ou des musiques émis synchronisées. Donc on écoute avec un casque dans les oreilles et vous avez les musiques et les sons qui passent d'une oreille à l'autre et qui vont amener les ondes cérébrales vers un changement de niveau de conscience. On appelle ça les battements binauraux qui concernent les deux oreilles. Cette technique s'utilise donc avec des écouteurs, je vous l'ai dit. On fait entendre une fréquence différente à chaque oreille, ce qui permet au cerveau d'adopter le rythme de la fréquence entre les deux fréquences. Il se stabilise entre les deux. Ce mécanisme est appelé la réponse d'adoption de la fréquence. Quelques années plus tard, en 80, il y a d'autres personnes donc, qui ont étudié l'effet de la synchronisation des ondes cérébrales sur les migraines. Et de nos jours, les outils de Monroe sont utilisés par de nombreux professionnels de santé dans le monde afin de favoriser la relaxation et aussi d'accompagner d'autres traitements. Donc voilà, voulais vous en parler parce que c'est moins connu que les autres techniques dont je vous ai parlé, mais c'est quand même super intéressant. Moi, j'ai quelques CD aussi qui s'appellent Sommeil profond ou Super Sleep. Et les gens qui ont des problèmes pour se rendormir la nuit, pour lesquels c'est compliqué, on met ça dans les oreilles et en fait, on se laisse porter par les bruits qui circulent d'une oreille à l'autre. Et il y a un moment donné où, pouf, on repart dans le sommeil sans s'en être rendu compte. Je vous ai mis une petite image d'une imagerie cérébrale qui a été prise. Donc, où il y a 20 canaux qui analysent les ondes électriques du cerveau.
Et donc, on voit comment ça se passe quand le cerveau se synchronise. Donc là, c'est le cerveau avant les bruits. Et là, c'est après, quand les bruits, on fait synchroniser les deux oreilles et que du coup, on se retrouve avec d'autres ondes cérébrales. Alors, est-ce que j'ai fini ça? Oui, j'ai fini. Alors, avant de vous proposer, hop là, avant de vous proposer le petit exercice que j'ai envie de vous faire pour vous faire découvrir concrètement une petite expérience de changement de conscience, déjà, est-ce que vous avez quelques questions par rapport à tout ce que je viens de vous partager là? Un peu de manière un peu technique, mais pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, comment ça marche. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous avez envie de, ou bien de partager si vous-même vous avez eu des expériences d'expansion de conscience et que vous avez envie de dire votre vécu. Et puis après, je vais vous faire vivre la petite expérience. Alors, oups là, oui, j'avais pas déroulé le chat, ça y est, je vois. La phrase qui résonne: «Tout va bien avant un décès tragique». Oui, alors moi, j'avoue que pendant un moment, je leur en ai beaucoup voulu parce que je me suis dit qu'ils s'étaient foutus de moi en me disant: «Tout va bien se passer». Parce que moi, évidemment, je l'avais interprété comme: «Mon fils va s'en sortir puisqu'on me dit que tout va bien se passer». Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision plus globale et plus large de la situation et en gros, c'était: «Quoi qu'il arrive, même si ton fils décède, tout va bien se passer». Mais bon, quand on est dedans, on n'interprète pas toujours les choses de cette manière-là. J'ai essayé de te trouver pour te contacter, ce serait plus donc d'accord, c'est autre chose, c'est entre 2 personnes. Génial, moi j'ai pas Facebook seulement d'accord, donc ça c'est une discussion entre 2 personnes qui ont besoin d'échanger leurs contacts. Alors, c'est le seul endroit où je me sens bien. Exact, plus envie de redescendre. Bah oui, oui, oui. En fait, après, tout l'art, quand on explore ces niveaux de conscience-là, c'est pas simple, hein, ce que je dis là, mais moi, c'est parce que voilà, ça fait 15 ans maintenant que je les explore. C'est de réussir à faire descendre cet état d'énergie dans la matière et dans le quotidien. Alors, on n'y arrive pas tout le temps, bien sûr, hein, mais plus on y arrive souvent, plus ça devient acceptable et vivable d'être sur Terre, malgré tout ce qu'il peut y avoir de chahutant et de compliqué à traverser. Mais je suis d'accord avec toi, des fois on est tellement bien que je savais pas qu'il y avait un ego positif, un ego négatif. Ça fait des années que je fais tout pour effacer mon ego. Ben non, mais ton ego, en fait, moi, alors, c'est les termes qui sont employés en développement personnel. Moi, j'aime bien parler plus de gardien. C'est beaucoup plus positif que l'ego. Ton gardien ou ton ego négatif, comme on l'appelle, il est là pour te protéger. Si tu as vécu des choses difficiles à un moment donné, il s'est mis en mode chien de garde pour pouvoir t'empêcher de revivre ces choses difficiles. Donc oui, des fois, ça nous fait suer parce qu'il nous bloque, il nous empêche d'agir comme on voudrait. C'est vraiment casse-pied et on en veut à cet ego. Mais en réalité, il est simplement notre protecteur. Et il arrête de prendre toute la place quand on a réparé nos blessures en dessous et qu'il n'a plus besoin. C'est comme un chien, tu vois. Une fois qu'il voit qu'il n'y a plus de danger, il va se coucher dans un coin et il n'est plus en mode de chien de garde. Et ben, pour moi, l'ego négatif ou le gardien, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas à lutter contre lui. Il faut pouvoir réparer ce qui a besoin d'être réparé et lui, il va se calmer tout seul quand il n'y aura plus besoin de lui. Je vis souvent ça en course à pied. Oui, hein, des moments de flottement comme ça, moi aussi, dans des activités répétitives par moment. Pouf, la conscience. Amélie, demandes-tu une protection quand tu es en expansion de conscience? Oui. Alors, moi, ma meilleure protection, je le dis toujours parce que je forme des thérapeutes pour devenir thérapeute holistique à l'heure d'aujourd'hui maintenant. Donc, les thérapeutes que je forme, je leur dis toujours, on peut faire plein de choses. Il existe plein de façons de se protéger. Travailler son ancrage, faire brûler de la sauge, prendre des pierres d'ancrage, des pierres de protection. Enfin, il y a vraiment des huiles essentielles aussi de protection, d'ancrage, etc. Mais pour moi, ma meilleure protection, c'est quand je m'enracine, je me connecte à la source là-haut, je fais descendre l'énergie dans mon corps et je m'expanse. Et à partir du moment où on a un taux vibratoire qui est très élevé, il n'y a rien qui peut vous toucher parce que tout ce qui est négatif, ça vibre bas. Donc, si vous vibrez haut, bah, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, la meilleure des protections, c'est de travailler son niveau d'énergie et faire monter son taux vibratoire. Et c'est vraiment la meilleure façon d'être protégé. Mais effectivement, parfois, ça m'arrive aussi d'appeler mes guides, d'appeler des énergies subtiles. Quand je suis en expansion de conscience en train de faire travailler une personne, parfois, je sens qu'il lui faut une mère divine.
Donc, quelle que soit la religion, on s'en fout. C'est l'énergie de la mère divine. Donc, moi, je peux appeler Marie, mais ça peut être une mère divine hindoue, ça peut être n'importe qui, pas de problème. Du moment que c'est l'énergie de la mère divine qui est là, et ben, c'est ça dont la personne a besoin. Et souvent, la personne avec qui je travaille me dit « Oh, j'ai senti l'amour d'une mère, j'étais bien, etc. » Bah oui, parce que c'est cette énergie-là qui a été appelée. Donc, oui, ça m'arrive d'appeler des fois d'autres énergies. Oui, bah voilà ce que tu dis, au fait de devoir se protéger d'énergies dites mauvaises. En fait, c'est pas qu'elles sont mauvaises, enfin, c'est qu'elles sont de basse fréquence et qu'elles correspondent pas forcément à notre fréquence à nous et qu'elles vont venir nous tirer vers le bas, nous entraver, nous bloquer. Mais personne ne va venir se coller à vous si vous vibrez haut et que vous allez bien. Ils nous prennent par surprise à des moments où on se sent moins bien, bien sûr. Vous êtes un peu malade, vous êtes fatigué, vous avez vos règles et vous perdez de l'énergie, vous vivez une émotion intense qui vous fait chuter votre taux vibratoire et c'est à ce moment-là qu'elles peuvent venir vous cueillir parce que tant que vous êtes en niveau vibratoire élevé, que vous allez bien, personne ne va venir vous embêter. Hein. Pour ça, des fois, les gens viennent me voir et me disent «Ah, j'ai des entités, il faut me les enlever, ta, ta, ta». Ok, moi je veux bien, mais je t'enlève tes entités, tu repars du cabinet, dans 1 heure, tu en as chopé d'autres, si je fais rien d'autre, en fait. Le but, c'est de trouver le moyen de pourquoi ton taux, il a chuté, t'aider à faire remonter ton taux, parce que sinon, ça ne sert à rien. Comment on fait quand on n'arrive plus à être heureux ici-bas, parce qu'on a déjà été au plus haut? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Geoffrey. Il faut réussir à nettoyer ce qui fait souffrance en dessous pour que l'énergie, elle soit, j'appelle ça habiter tous les étages. Je le dis en rigolant des fois, mais parce que sinon, quand on est bien que là-haut, ça veut dire que notre énergie, elle est là-haut. Et quand on redescend, bah, il y a des parts de nous qui ne sont pas complètement redescendues. Et pour habiter tous les étages, il faut avoir nettoyé ce qui nous fait souffrir. Parce que pourquoi on est là-haut? Parce que quand on est trop dans le corps, ça fait mal. Et on n'est pas maso. Donc, dès qu'on a mal, on se barre là-haut pour ne plus souffrir. Moi, je connais bien parce que j'ai dû travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup mon énergie d'ancrage. Au départ, j'étais très énergicielle. Donc, j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. Est-il intéressant de faire des affirmations positives pour aider au changement quand on part en état Oui, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien coupler le travail qui se fait dans les états modifiés de conscience. Quand on revient en état ordinaire de conscience, j'aime bien proposer aux personnes que j'accompagne des petits actes symboliques pour pouvoir ramener dans la matière concrètement quelque chose qui va rester de ce qui a été vécu. Parce que quand on le vit en expansion de conscience, des fois, quand on revient, c'est plus très clair ce qu'on a fait là-haut. Parfois, on est un peu déconnecté ou si on veut le raconter à quelqu'un, on ne sait plus vraiment expliquer de manière logique ce qui s'est fait parce que ce n'est pas la même logique. Donc, parfois, dire à la personne en descendant, bah, tiens, si ça vous va, ce serait peut-être bien que vous puissiez faire cet acte symbolique-là pour marquer dans le corps et dans le concret ce qui vient d'être travaillé. Donc, ça peut aussi être des affirmations positives. Tout à fait. Amour, estime de soi, chakra du cœur. Oui, complètement. Quand on part dans cet état modifié de conscience. Est-ce que les techniques utilisées par des psys comme le MDR amènent aussi en état d'expansion de conscience? Oui, 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 ça va légèrement modifier le niveau de conscience puisqu'on fait des choses répétitives avec les yeux. Et donc, ça va amener un état de flottement de la personne. Tout à fait. La protection, tu la fais tous les jours? Systématiquement, dès que je consulte, parce que maintenant que je travaille en holistique, je travaille toujours avec de l'énergie. J'ai jamais un truc qui ne va pas me demander. Donc, je fais toujours ce travail de préparation avant de démarrer. Par contre, à force, plus ça va, plus c'est rapide. Avant, je mettais 3 plombs à faire tous mes petits machins et tout pour me mettre en condition. Maintenant, en fait, je ferme les yeux, je m'enracine, je me connecte à la source, je fais monter mon taux vibratoire. En quelques minutes, c'est réglé, quoi. Il m'arrive d'être en expansion de conscience quand je suis très faible et que j'ai eu des émotions très fortes. Pourquoi? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand c'est trop douloureux, que c'est trop compliqué, l'âme se barre, remonte dans des niveaux de conscience où ça va être moins douloureux, où on va être moins dans le ressenti du corps parce que c'est trop difficile d'y rester. En PNL, je pense amener des gens en état modifié de conscience. Donc en EMDR, je dirais oui aussi. Oui, tout à fait. Bah oui, oui, oui. Tous ces outils-là sont des outils qui vont amener les gens à des niveaux différents de conscience. Alors après, tout l'art, quand on est un thérapeute et qu'on emmène ces gens dans des niveaux différents de conscience, c'est d'avoir travaillé énormément son ancrage. Parce que parfois, ça arrive que quand on amène des gens dans des niveaux modifiés de conscience, ils se barrent très, très loin. Et si on n'a pas la capacité d'être bien ancré, bien ferme et bien clair dans la façon dont on va les aider à redescendre, bah, des fois, c'est un peu dur de les faire redescendre. Vivre avec un fumeur alors que je fais un travail vibratoire haut, ça me saoule. Tu parles de fumeur de cannabis, j'imagine, pas de cigarette. J'ai l'impression d'être salie et que la fumée que l'autre et son énergie me rabaisse dans mon énergie. Comment faire puisque c'est mon conjoint, ça m'éloigne de lui. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement.
dans les couples quand on a, à un moment donné, des taux vibratoires qui se distendent un peu. Alors, ça peut être provisoire, ça peut être, il y en a un qui avance dans son chemin et qui monte en taux vibratoire et l'autre, pour l'instant, qui stagne. Puis, à un moment donné, l'autre le rattrape, donc on se rééquilibre. Ça peut tenir comme ça le temps que chacun fasse son chemin, parce qu'on n'est pas tout le temps pareil, hein, donc forcément. Mais si les taux vibratoires sont vraiment, s'éloignent de plus en plus, ils sont très, très, très différents, ça devient vraiment compliqué. Après, ça dépend si c'est que l'histoire de la fumée ou si c'est que cette personne est pas du tout ouverte à travailler sur elle et à libérer des choses et à faire monter son énergie en même temps que toi. Concrètement, comment fait-on pour élever son niveau vibratoire? En théorie, j'ai eu beaucoup d'informations, mais en pratique, comment fait-on? Idem avec les plantes sacrées, vous dites qu'il faut se faire accompagner. Où trouve-t-on un accompagnateur? Bah, en fait, ça dépend quelle plante sacrée. En France, c'est interdit. Une grosse partie des plantes qui permettent de faire ces voyages sont interdites. Maintenant, moi, je fais en olfactothérapie, quand j'accompagne les gens avec les huiles essentielles, rien que les huiles essentielles ont un taux vibratoire spécifique selon chaque plante. Et on va aller pouvoir respirer une plante, une huile essentielle. Et moi, je fais des voyages chamaniques incroyables avec les huiles essentielles. Donc, il n'y a pas forcément des fois besoin d'aller chercher une plante très violente et qui fait partir très, très fort et très, très loin, où là, vous ne pouvez pas résister, la plante vous emmène. Alors, ça peut être bien pour des gens qui ont un mental très fort et qui n'arrivent pas à lâcher. Mais sinon, on peut travailler avec des plantes beaucoup plus douces. Le cacao, quand on le travaille à jeun, qu'on fait un voyage avec le cacao, la plante peut être très puissante dans ce qu'elle a à nous transmettre. Et moi, je travaille avec la rose aussi, avec des cérémonies et des rituels autour de la rose, dans plein de manières différentes. Je travaille avec les huiles essentielles et toutes ces plantes-là sont déjà extraordinaires pour faire des voyages. Il n'y a pas besoin forcément d'aller loin. Mais si tu veux vraiment prendre de l'ayahuasca ou des choses comme ça, il faut aller au Pérou ou dans des pays où là, c'est autorisé, quoi. Je manque d'ancrage encore, je vais travailler ça. Ouais, mais c'est un travail de toute une vie, hein, je crois, tu sais. On n'a jamais vraiment fini de travailler l'ancrage. Oh oui, je confirme ce que tu viens de dire sur l'ancrage. Cigarette, ça fait 14 ans que j'attends. Eh ouais. Alors, bah, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il ait envie. Mais c'est sûr que ça peut être intéressant d'aller chercher le pourquoi il en a besoin. Des fois, il y a des gens qui fument aussi, alors selon ce qu'ils fument, hein. Le tabac, par exemple, le tabac pur, ça peut être un besoin d'ancrage. Alors que le cannabis, par contre, ça te fait partir, ça te fait décoller. Donc là, pour le coup, c'est pas ça qui est derrière. Souvent, le cannabis, c'est une fuite. On a besoin de partir parce que c'est trop dur ce qui se vit dans le quotidien. Parfois, c'est des gens qui ont un mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et il n'y a que quand ils fument qu'ils planent un peu et qu'ils ont enfin la paix. Donc, on peut faire des cérémonies au cacao sans être initié par le cacao. Bah, c'est bien de vivre une première cérémonie cacao avec quelqu'un parce que c'est toujours intéressant d'être guidé quand on découvre quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais après, moi, je vis des cérémonies cacao toute seule chez moi quand j'en ressens le besoin, quand j'en ai envie. Donc, quel cacao sacré, vous conseillerez quel cacao sacré à tout hasard? Alors, j'ai pas le nom en tête, j'en ai deux, moi. Deux différents que j'utilise. Il y en a un où c'est du grade cérémoniel et l'autre où c'est un cacao pur, bio, 100% cacao, où il n'y a rien avec du tout, mais qui n'est pas censé être un cacao cérémoniel. Mais selon les moments, je vais prendre l'un ou l'autre en fonction de ce que je ressens parce que j'ai testé les deux et les deux me font beaucoup d'effets. Donc, selon ce que j'ai besoin, ils sont un peu différents dans les effets, donc je vais choisir à ce moment-là. Mais si ça t'intéresse que je te dise quel cacao j'utilise, je vais donner à la fin mon site internet. Tu peux m'envoyer un mail et je pourrais te répondre en te donnant les noms parce que moi, je ne retiens jamais ces choses-là. Alors, champignons Hollande. Oui, voilà, il faut sortir de la France. Merci pour tout, je dois filer, bonne continuation à tous. J'ai été invitée à une cérémonie cacao dans une semaine, mais cela est totalement nouveau pour moi. Je peux y aller sans rien y connaître. Bah, si tu sais que c'est une personne qui est formée, qui connaît bien, qui va te guider, qui va faire ça bien, il n'y a aucun problème. Ça va plutôt être une belle expérience, je pense. Oui, super. J'adore les cérémonies cacao, j'en fais plusieurs. J'ai envie d'en faire. Oui, c'est vraiment un bel outil. Moi, enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en plus, c'est une plante qui est très ancrante. Donc, elle peut permettre de faire des voyages, mais d'abord, elle nous reconnecte à la terre-mère. Mama cacao, c'est en lien avec la mère-terre. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permettait d'être super ancrée. Et à ce moment-là, après, je pouvais partir faire des voyages. Donc, c'est très intéressant. C'est possible d'être en état d'expansion de conscience alors qu'on n'a pas d'odorat? Oui, tout à fait. Oui, oui, parce que en fait, l'odeur, elle agit sur le plan émotionnel, alors que la vibration de la plante agit sur le plan énergétique. Donc, même si tu ne sens pas l'odeur, tu n'as pas l'information de l'odorat, du coup, ça va plus te priver
de la Madeleine de Proust et de la connexion à des émotions du passé. Mais par contre, ça va te connecter quand même parce que les molécules de plantes vont passer quand même, la vibration de la plante sera là, donc tu vas quand même pouvoir faire des expansions de conscience. Ça ne n'empêche pas du tout. Alors, est-ce que je vous invite maintenant à faire le petit exercice ensemble, d'aller voyager un petit peu. Et puis après, on verra si vous avez envie de reposer des questions après avoir vécu ça ensemble. Alors, je vais vous mettre, si j'y arrive, je vais vous mettre un lien vers une musique. Alors, c'est une musique YouTube. Alors, des fois, il y a des pubs, je suis désolée, mais comme il n'y a pas trop d'autres moyens par Google Meet pour mettre de la musique, la même musique pour tout le monde, je vous envoie ce lien. Comme ça, vous pouvez prendre le lien, mettre la musique si vous avez envie, pendant que moi, je vais vous guider avec la voix. Donc moi, je vais enlever une oreillette pour mettre la musique aussi, pour être dans la même ambiance et la même énergie que vous. Et on va pouvoir commencer. Donc je vais vous inviter simplement déjà rien qu'à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Oui, le lien, je l'ai mis. Attends, je le remets là. Alors, donc vous fermez les yeux. Vous installez confortablement pour être bien détendu, pour ne pas avoir besoin de sans arrêt faire des efforts musculaires pour être soutenu. Et vous allez juste simplement respirer profondément pour bien vous remettre en conscience, en pleine conscience dans votre corps. On inspire en gonflant le ventre et on expire en vidant tout l'air qu'il y avait dans le ventre. Vous refaites ça plusieurs fois. Et en faisant ce petit inspire-expire, vous essayez déjà de prendre conscience si votre corps est détendu ou s'il y a des zones crispées. Vous allez libérer votre mâchoire en desserrant les dents légèrement, les épaules, les relâcher. Et puis, vous baladez votre attention dans votre corps pour voir s'il y a des zones qui sont tendues. Et à chaque fois, en inspirant, vous prenez de l'oxygène et de l'énergie et vous l'envoyez à l'expire dans la zone du corps qui a besoin de se détendre. Et puis, vous allez simplement soit visualiser si vous êtes plutôt visuel, soit ressentir dans votre corps si vous êtes plutôt ressenti du corps, voire les deux, des racines qui partent de sous vos pieds. Et ces racines, vous les voyez ou vous les sentez qui grandissent, qui poussent et qui vont s'accrocher dans la terre de plus en plus profondément. Vous voyez toutes les petites ridules qui partent, qui s'accrochent de part et d'autre, qui vont puiser dans les profondeurs de la terre cette énergie nourrissante, sécurisante. Mère Terre est là pour vous accueillir, pour vous donner cette énergie maternelle, chargée d'amour inconditionnel. Alors vous accueillez cette énergie sous vos pieds. Vous pouvez sentir que ça pulse, ou des petits fourmillements, des sensations de chaleur. C'est différent pour chaque personne. Vous accueillez juste les sensations en vous branchant à cette énergie de la terre-mère. Et puis, vous ressentez cette énergie qui monte par-dessous votre plante de pied. Elle passe dans vos chevilles, dans vos mollets. Elle remonte le long de vos jambes jusqu'à arriver dans votre plexus et jusqu'à votre chakra cœur. Et vous sentez que vous avez envie d'ouvrir un peu la cage thoracique pour accueillir cette énergie nourrissante, cette énergie maternante, cette énergie montante. Et puis, vous allez
Maintenant, portez votre attention sur le dessus de votre tête, au niveau de la fontanelle, et vous allez sentir ou voir un lien doré qui descend du ciel jusqu'à cette fontanelle. Un lien qui vous relie à la source, à l'énergie céleste. Et cette énergie céleste descend doucement jusqu'à votre fontanelle. Et cette énergie est là pour vous maintenir droite sur votre axe, vous soutenir. Elle descend dans votre corps progressivement par la tête, par le visage, les oreilles, le cou, les cervicales, et ça descend jusque dans les épaules. Et ça arrive dans votre chakra cœur. Et là, vous sentez une autre énergie différente qui arrive dans votre chakra cœur. Une énergie de protection. Alors, vous sentez cette énergie qui monte de la terre et cette énergie qui descend du ciel. Elle s'entremêle, elle s'alchimise au niveau de votre chakra cœur et elle se diffuse dans tout votre être. Et à mesure que cette énergie circule dans votre corps, eh bien, votre niveau vibratoire, votre taux vibratoire s'expanse, augmente. Vous pouvez sentir comme des flux d'énergie, des pétillements dans différents endroits du corps. Une sensation un peu cotonneuse de flottement. Alors, vous allez pouvoir visualiser un bel escalier blanc avec 10 marches qui descend vers un jardin. Et à mesure que je compte, vous allez simplement écouter ma voix et descendre les marches une à une pour aller visiter ce jardin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous arrivez dans un très beau jardin et comme c'est votre jardin, vous pouvez y voir tout ce que vous aimez dans la nature pour vous sentir bien. De l'herbe, des arbres, des fleurs de la couleur que vous aimez, de l'eau qui coule, des animaux. Et vous allez avoir envie de vous mettre en lien avec ce jardin par tous vos sens. Alors vous allez ouvrir chaque sens. Vous pouvez entendre les bruits de la nature, le bruit du vent dans les branches. Vous pouvez entendre de l'eau qui coule, des insectes. Vous pouvez sentir des odeurs de bois, de terre, de humus, des odeurs de fleurs. Et vous pouvez sentir l'air, du vent, le soleil sur votre peau. Et peut-être même des brins d'herbe sous vos pieds quand vous marchez. Vous êtes en connexion par tous les sens avec ce jardin. Alors vous explorez ce jardin, vous avancez. Vous pouvez toucher les écorces des arbres, caresser les fleurs, mettre les mains ou les pieds dans l'eau, qui peut être chaude ou froide. Et vous respirez les odeurs. Vous ouvrez grand les yeux pour voir tout ce que ce jardin a à vous offrir. Et vous allez apercevoir, dans un coin de ce jardin, une magnifique cascade de lumière dorée. Cette lumière dorée descend directement de la source. Vous allez avoir envie d'aller vous mettre sous cette cascade pour vous laisser nettoyer par cette eau dorée lumineuse et chaleureuse. Et à mesure que cette eau va traverser votre corps, elle va nettoyer en profondeur toutes les émotions qui ont été désagréables ces jours-ci, voire ces mois-ci, voire ces années qui viennent de s'écouler. Vous la laissez faire, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle vous traverse et elle trouve par-ci, par-là les émotions qui ont besoin d'être maintenant libérées. Alors ces émotions vont glisser le long de votre corps jusqu'à vos pieds et tomber dans la terre pour être recyclées. Et puis cette lumière dorée va également repérer
S'il y a des énergies parasites, des choses désagréables qui sont en vous, qui ne vous appartiennent pas, des énergies en lien avec des croyances, des conditionnements, toutes ces énergies désagréables vont glisser le long de vos jambes et vont partir dans la terre. Et toutes ces énergies recyclées vont pouvoir permettre de nourrir le sol et de faire pousser des nouvelles fleurs dans ce jardin. Et à mesure que toutes ces couches désagréables quittent votre corps et vous nettoient de l'intérieur, vous faites de la place. Et comme nous n'aimons pas être dans le vide, nous allons remplir les espaces qui sont maintenant disponibles dans votre corps par cette énergie lumineuse qui est chargée d'amour et d'énergie nouvelle. Alors vous allez laisser cette lumière dorée circuler dans tout votre corps, dans toutes les cellules, pour vous régénérer en profondeur. Et vous accueillez cette énergie qui est chaleureuse, qui est comme un câlin qui circule à l'intérieur de vous. C'est l'amour à l'état pur, l'amour inconditionnel que tout le monde mérite de recevoir. Et cet amour et cette énergie nouvelle traversent tout votre corps et régénèrent toutes vos cellules à l'intérieur. Et une fois que vous êtes rempli de cette lumière dorée, cette nouvelle énergie, vous sentez que vous commencez à reprendre forme positive de l'intérieur, une forme agréable, vous sentez en paix, peut-être que vous pouvez décider d'aller chercher quelque chose que vous savez qui particulièrement vous a été pénible ces jours-ci ou ces semaines-ci, une émotion ou un conflit ou une expérience que vous avez mal vécue. Vous pouvez aller chercher cette chose qui a été désagréable et vous allez l'observer. Elle va se matérialiser devant vous. Elle prend la forme et les traits qui sont logiques pour votre cerveau qui a besoin de poser une image ou une sensation dessus. Vous accueillez ce qui vient. Et cette émotion ou cette expérience difficile, vous allez la regarder en détail et vous allez voir comment est-ce qu'elle agit sur votre corps. Quand elle est là en face de vous, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous sentez une tension? Est-ce qu'il y a une partie que vous sentez moins présente? Et vous allez trouver une localisation peut-être en vous, en lien avec cette chose. Alors vous allez retourner sous la cascade et vous allez mettre l'intention qu'on vous aide à nettoyer cette chose qui a besoin maintenant de s'évacuer à l'intérieur de vous. Et vous allez laisser partir l'émotion ou la sensation désagréable qui est reliée à cette chose. Et à mesure que vous vous nettoyez et que vous libérez cette chose désagréable en vous, vous pouvez demander quel enseignement vous aviez à retirer de cette expérience ou de cette chose ou de cette émotion ou de ce conflit. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans votre vie? Est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez à comprendre de ça? Peut-être que vous allez ressentir des choses dans votre corps ou entendre un message ou avoir une image qui va venir pour vous donner l'information du pourquoi, du comment. Alors vous allez mettre l'intention de garder cet enseignement précieux en vous, mais l'émotion résiduelle, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez la laisser partir. Vous pouvez vous libérer de ça. Alors vous allez pouvoir, quand vous sentirez que c'est bon, que le travail a été fait, sortir de cette cascade, retourner dans votre jardin, marcher quelques instants encore et profiter de tout ce qui est là à votre portée. Et je vais vous proposer, si vous en avez envie, de mettre l'intention qu'à chaque fois que vous aurez besoin de vous libérer d'une émotion, de choses désagréables en vous, ou tout simplement de vous recharger, de faire remonter votre taux vibratoire, que vous puissiez revenir dans cet espace
en dehors de l'espace et du temps, dans votre monde intérieur, pour guérir, réparer, vous remplir d'énergie à chaque fois que vous en aurez besoin. Alors, vous allez pouvoir reprendre quelques inspire-expire profonds pour être bien dans votre corps en conscience à nouveau. Peut-être vous allez pouvoir remarquer qu'il y a des choses différentes de tout à l'heure dans vos sensations, dans vos ressentis du corps après cette petite expérience. Vous pouvez bouger les mains, les pieds, les épaules, revenir plus dans le mouvement du corps. Et quand vous vous sentirez prêt, de rouvrir les yeux et de revenir dans cet espace et dans ce temps pour continuer d'avancer ensemble dans ce sujet qui nous anime ce soir. Voilà. Je vous laisse quelques secondes chacun à votre rythme pour revenir un peu plus ici. Et avant de continuer dans vos questions, je vais vous mettre quelques liens dans le chat auxquels vous aurez accès si vous avez envie. Hop. Donc ça, c'est mon site internet. Si vous avez envie d'aller faire un petit tour et pouvoir me joindre, revenir vers moi après cette conférence. Bien. Je vais également vous partager les accompagnements individuels que je propose pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et avant de vous lancer dans un accompagnement individuel, si vous avez envie de prendre un rendez-vous j'offre des rendez-vous de découverte pour partager un petit peu par rapport à ce que vous avez besoin de travailler et savoir si mon accompagnement vous correspond. Et alors, si vous avez envie d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, alors je vais vous donner le nom de la chaîne parce que je n'ai pas mis le lien, mais vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Je vous propose, il n'est pas en accès libre, c'est vrai. Alors, ceux qui en ont envie, vous pourrez m'envoyer un mail en passant par mon site internet et je vous enverrai un lien que je partage normalement avec les personnes que j'accompagne, mais ce sera votre petit cadeau. Pour refaire cette visualisation, j'ai fait un petit enregistrement audio guidé avec une musique douce. Alors, ce ne sera pas exactement la même que celle de ce soir, parce que je fais en fonction aussi de ce que je sens et des mots qui descendent à chaque fois. Mais vous aurez en tout cas la petite trame de descendre dans le jardin, d'aller sous la cascade, etc. Si vous avez envie de revivre cet exercice. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail en me disant « Je suis intéressée par la visualisation » et hop, je vous enverrai le lien vers cette visualisation-là si ça vous intéresse. Alors, je vais enlever le partage de connexion maintenant. Voilà. Pour mieux vous voir tous. Est-ce que vous avez la possibilité, là, est-ce que vous avez la main pour remettre les micros ou est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose, moi, de mon côté? Est-ce que quelqu'un peut tenter de remettre le micro pour voir? Vous y arrivez ou pas? Oui. Oui, apparemment. Oui, ça marche. J'ai l'impression, parce que je vois Catherine, ça n'a plus l'air d'être bloqué, son micro, Geoffrey non plus. Ça marche, ouais. Pas sur le téléphone. Le micro est bloqué. Ah ouais. Alors, attends, je vais regarder si j'ai moyen de débloquer ça. Tac. Alors, autorisez chaque participant à allumer son micro. Oui. Donc là, j'ai autorisé chaque participant à rallumer son micro. Donc, normalement, ça devrait… en faisant la manip, je vous ai remis la coupure de micro à ceux qui avaient essayé. Oui, oui, ça marche. Ça fonctionne.
Est-ce que ça marche? Est-ce que quelqu'un peut essayer de me dire allô, allô pour voir si ça fonctionne? Allô, Oui, oui, ça allô, marche. allô, Ouais, allô, c'est bon. allô, 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 allô. Après, si ça Allô, ne marche allô. pas, vous. Oui, ça marche? Ok, bon. Donc, ceux qui souhaitent, vous pouvez continuer de parler dans le chat si vous préférez le chat, mais ceux qui souhaitent parler à travers le micro, vous pouvez maintenant. C'est bon. Alors, très vibrant comme méditation. Oui, 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 oui. Puis, c'est puissant. C'est puissant si vous faisiez ce genre de même 5 minutes, la petite méditation que je propose, enfin la petite visualisation que je propose chaque jour, juste pour vider le vase émotionnel et se recharger. Que j'explique aux thérapeutes que je forme, on a une responsabilité quand on accompagne les gens, c'est de travailler sur ces émotions et son taux vibratoire, parce que c'est comme ça qu'on va être efficace après pour accompagner les autres. Et donc, si rien que on travaillait juste en libérant nos émotions, en se rechargeant énergétique tous les jours, c'est incroyable que ça change. Moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, moi, je vais à monter dans les montées, mais pouf, ça retombe à chaque fois. Et ça doit se maintenir parce qu'il faut vraiment avoir une pratique un peu régulière pour réussir à se maintenir dans le bon taux, quoi. Il y a un écho de Christine et il y a de l'écho avec les micros, on n'entend pas toujours. Alors moi, je ne vous entends pas. Vous entendez des bruits là? Oui, oui. Pourquoi j'entends rien, moi? Maintenant, ça va. Je vais faire expliquer le lien que vous avez envoyé. Nous n'avons pas entendu. Alors, les liens que j'ai mis dans le chat, je vous ai mis en premier le lien de mon site internet. Sur mon site internet, vous retrouvez beaucoup de choses et vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez retrouver mes liens de réseaux sociaux, etc. Et ensuite, je vous ai mis un lien vers les accompagnements individuels que je propose et un lien vers mon calendrier pour réserver des rendez-vous découvertes de 30 minutes si jamais vous avez envie de faire un travail avec moi et que vous voulez d'abord qu'on en parle pour voir de quoi il s'agit. Voilà, c'est ça que j'ai mis comme lien. Alors du coup, je ne sais pas si... Moi, j'entends aucun son. Donc, est-ce que vous entendez les sons des autres? Alors là, il y a un problème du coup, parce que moi, j'entends rien. On ne parle pas beaucoup. Vu le chat. C'est-à-dire que tu n'as plus accès à ce qu'il y avait au-dessus dans le chat, c'est ça que tu dis, Priscille? Malheureusement, mon réseau s'est déconnecté, j'ai été interrompue en plein exercice. Ah oui, alors là, c'est frustrant. Je suis désolée. Très beau, envie de rester sous la cascade. Mais c'est des espaces de guérison dans lesquels vous pouvez retourner à chaque fois que vous en avez envie, en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'on y a accès tout le temps. C'est juste qu'il faut savoir un petit peu comment le faire. Mais, merci Florian. Florian, il a remis tous les liens. Mais une fois qu'on a compris comment y accéder, on y a accès un peu tout le temps, quoi. Alors, du coup, moi, je n'entends pas le son. Je ne sais pas pour quelle raison. Je n'ai aucun son qui me parvient. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, parce que alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait plusieurs fois des conférences sur Google Meet et c'est la première fois que je n'ai pas de son, pas de retour de son. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat, du coup, parce que sinon, je ne vais pas vous entendre. As-tu une grille tarifaire? En fait, les accompagnements que je propose, je ne fais pas de séance individuelle d'une seule séance pour un accompagnement sur une problématique particulière parce que pour moi, je sais d'avance, ça fait 20 ans que j'accompagne les gens, qu'une séance ne suffira pas, même si on fait des choses sympas comme tout pendant la séance. Donc, je fais des accompagnements de minimum 2 mois avec 6 séances avec un lien WhatsApp pour qu'on ait accès à moi. Parce que quand on remue des choses fortes et qu'on va chercher des choses, les personnes avec qui je travaille ont accès, elles peuvent m'envoyer des messages quand elles ont une remontée émotionnelle ou une angoisse ou un truc qui vient. Je suis là, disponible. Et je donne beaucoup d'outils, des audios, des vidéos que j'ai préparés pour mes patients, que je leur envoie aussi en plus entre les séances quand ils ont besoin de travailler certaines choses. Donc voilà, donc c'est un accompagnement minimum de 2 mois ou si c'est vraiment plus en profondeur et plus de choses à travailler, j'ai un accompagnement sur 5 mois. Et après, les gens qui ont déjà fait un travail avec moi, s'ils veulent refaire des séances, là, ils peuvent reprendre une séance ponctuellement toute seule.
Mais je ne démarre pas un accompagnement à partir juste d'une séance parce que c'est pour ça que je propose des rendez-vous individuels d'une demi-heure gratuits pour qu'on étudie bien ensemble quelle est la problématique et qu'est-ce qu'il y a à travailler. Et à partir de là, je leur donne des indications sur ce qui peut être fait. Vous pouvez vous remettre le lien pour l'audio sur YouTube car je ne pouvais pas l'écouter en même temps que votre voix. Choisis votre voix. Oui, alors attends, je vais remonter, voir si je retrouve le lien de la musique, il est là. Hop. Voilà. Oui, parce que c'est une chouette musique en plus, qui je ne sais plus combien de hertz, mais qui est sympa à écouter avec des écouteurs pour se détendre. Même pour une mission de vie. Alors par contre, je fais des séances de lecture d'âme, qui là sont des séances qui peuvent être ponctuelles, où juste là, on a besoin d'avoir des informations, de savoir un peu où on en est dans sa vie, on a besoin de comprendre des choses. Donc là, pour le coup, par contre, on peut faire une seule séance sur cette séance de lecture d'âme. Et donc là, oui, ouais, je peux te mettre mon adresse email si tu veux. carlier.amélie2 @orange.fr. Hop. Oui, donc du coup, tu vas pouvoir remonter dans ton espace pendant le sommeil la nuit. Oui, donc en fait, pour les lectures d'âme, c'est une séance ponctuelle. Je fais aussi des séances ponctuelles pour des soins énergétiques. Si on a besoin d'un soin énergétique ponctuellement, je fais. Par contre, si c'est des accompagnements sur une problématique, bah là, ce que je vous expliquais, je le fais sur un minimum de 2 mois d'accompagnement pour qu'on puisse vraiment avoir le temps de libérer, de travailler. Parce qu'en général, ce n'est pas si simple qu'on imagine. Il y a plusieurs axes pour libérer vraiment pleinement quelque chose. Donc, il faut quelques séances quand même. En général, au bout de 5-6 séances, on a bien avancé, on a libéré un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas en une séance. Donc, quand les gens me disent bah, « je voudrais juste une séance », bah, moi, je sais très bien comment ça va se passer et je n'ai pas envie non plus de faire quelque chose qui va entamer un truc qui ne va pas aller au bout, quoi. Je ne trouve pas forcément ça non plus professionnel. La séance découverte, c'est ni une lecture d'âme, ni un soin énergétique du coup. Non, c'est une séance où on parle ensemble et où la personne m'évoque la problématique pour laquelle elle aurait besoin de travailler. Et moi, je lui donne des axes de travail, je lui explique comment je peux l'accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et du coup, après, elle voit, en fonction de ce que je lui propose, si elle a envie de s'engager ou pas dans l'accompagnement avec moi. Mais la lecture d'âme et le soin énergétique, ça, c'est d'autres choses que je propose parmi toutes les choses que je propose pour accompagner les gens. Voilà. Et sur mon site internet, vous retrouvez aussi les formations que je donne. Parce que, donc, je forme en olfactothérapie et je forme aussi en thérapie holistique. Donc, voilà. Comme ça, vous avez tout, vous retrouverez tout. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les états d'expansion de conscience? Alors, y a-t-il espoir quand on ne ressent plus la lumière? 8 ans de nuit noire de l'âme, ça se soigne. Et oui, tout se soigne. Tout se soigne. J'ai vu des choses, je peux te dire qu'en 20 ans de temps, j'ai vu passer des milliers de personnes et que tout se soigne, effectivement. Donc, tout est possible. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans les vidéos des fois que je fais sur mes réseaux sociaux. Ne restez pas avec des souffrances insupportables parce que tout peut se guérir, tout peut se soigner. La résilience peut être là. Donc, il ne faut vraiment pas rester avec ça et se faire aider, quoi. Je suis située où? Je suis située en Ardèche, en Ardèche verte, dans le nord de l'Ardèche. Donc, je suis à 20 km en dessous d'Annonay. Vous avez l'air bien cool. Florian et Geoffrey, ça fait plaisir de voir des hommes ici. Oui, comme tu dis, ça fait plaisir, effectivement, parce que dans beaucoup de lieux où je fais des conférences, etc., j'ai souvent que des femmes. Et c'est bien dommage, parce que les énergies masculines et féminines de part et d'autre, des femmes et des hommes, ont beaucoup de choses à apprendre et à échanger ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est dommage quand il n'y a pas du tout d'hommes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des partages? Peut-être que certains ont vécu des choses, des expériences qu'ils ont envie de partager. N'hésitez pas. Pour problématique d'hyperphagie et habitudes non saines pour la santé. L'expansion de conscience peut aider à trouver la cause lors du voyage. Tout à fait. Oui, c'est très fortement probable parce que, en général, tu as soit un trauma personnel dans ton histoire,
soit un trauma familial qui peut être à l'origine de ce problème. Donc, en partant en expansion de conscience, on va aller trouver l'information en général et pouvoir trouver comment s'en libérer. Donc oui, tout à fait, ça peut aider. Il peut y avoir tellement d'explications différentes pour ce type de problème-là que c'est mieux d'aller chercher ta raison personnelle à toi individuellement. Plus on va dans l'inconscient de la personne ou dans son aura, dans son énergie, plus on va avoir la raison précise. Sinon, on peut faire plein de suppositions et travailler sur plein de choses en même temps, mais ce n'est pas forcément ça qui correspond à la personne. C'est ça qui fait que c'est intéressant et qu'on ne se lasse jamais d'accompagner l'humain, parce que même pour deux problématiques qui ont l'air de se ressembler au départ, il n'y a jamais deux histoires pareilles. Donc, en combien de séances penses-tu qu'on peut trouver la cause? Alors, ça va dépendre aussi de l'accès que ton gardien va nous laisser. Parce que parfois, il y a besoin de simplement quelques séances pour que le gardien soit en confiance et accepte de nous laisser accès. On a accès. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Je ne peux pas dire il faut X séances d'une personne à l'autre. Ça dépend trop, quoi. C'est vraiment complexe. C'est pour ça que, voilà, dans l'accompagnement que je fais de 2 mois, il y a 6 séances. Et en 6 séances, là, je sais qu'il va y avoir plein de choses qui vont s'être passées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Pendant les séances, c'est toi qui trouves les réponses ou c'est… Alors, moi, quand je pars en expansion, enfin, quand j'emmène quelqu'un en expansion de conscience, j'y vais avec lui ou avec elle. Donc, je laisse toujours la personne, je lui pose des questions sur ce qu'elle ressent, sur les messages qu'elle reçoit, sur quelles sont les choses qu'elle voit, qu'elle perçoit, qu'elle ressent, parce que j'estime que ça doit passer par elle, c'est beaucoup plus fort. Mais je ressens et je vois et je perçois souvent les mêmes choses qu'elle. Donc, en fait, c'est assez drôle parce que des fois, j'oriente un peu mes questions. Je capte un truc et je lui dis: «Mais est-ce que là, il n'y aurait pas une présence de quelqu'un dans la pièce?» «Ah bah si, il y a quelqu'un.» «Ah bah oui, oui, je la sentais.» Donc voilà, je pose des questions sans trop orienter, mais je sais parce que j'ai les informations qui me viennent en même temps que la personne. Mais j'aime bien poser la question à la personne et que les choses viennent d'elle, parce que je trouve ça beaucoup plus fort que la personne reçoive l'information par elle-même, plutôt que je sois intrusive et que ce soit moi qui balance l'info. Alors, quand je pouvais voir les esprits, maintenant je sens ou je perçois. Avec les ondes, est-il possible de retrouver cette capacité de communication? Oui, en fait, souvent, on a tous un sens de clairsentience qui est plus développé qu'un autre. Moi, quand j'ai commencé au départ, j'avais que l'auditif. On me décrivait tout et on me donnait des phrases. Et en fait, à force de travailler en expansion de conscience, maintenant, j'ai aussi les images. Donc, j'ai aussi un cinéscope qui apparaît devant moi. Mais j'ai dû le travailler parce qu'au début, je n'étais pas du tout visuelle. Donc, en fait, plus tu vas expérimenter ces états de conscience-là, plus tu vas capter en fait d'autres sens de clairsentience. Donc, si on ne voit rien, tu ne vois rien? Non, parce que c'est pas ça. C'est que moi, en fait, je suis dans ce niveau de conscience et je vois et j'entends et je ressens. Et la personne, elle peut ne que entendre ou que voir, ou que je ne vais pas forcément voir exactement ce qu'elle voit ou ce qu'elle perçoit elle, mais moi, je vais percevoir ce qui se passe autour d'elle et ce qu'elle ressent, en fait. Si ça peut être dangereux d'aller en expansion de conscience seule? Bah, ça dépend. Si tu as bien travaillé ton ancrage, normalement, tu ne peux pas monter, si tu n'as pas pris de substance, tu ne peux pas monter à des niveaux de conscience où tu n'es pas capable de redescendre. Donc, normalement, il n'y a pas de risque à le faire tout seul. Mais voilà, après, si tu sens que tu es fragile, que ça va être bouleversant d'aller chercher les infos tout seul, parfois, c'est quand même sécurisant d'avoir quelqu'un pour nous réceptionner, pour nous contenir, nous rassurer. Donc, alors, je poste des méditations olfactives guidées parce que je travaille beaucoup avec les huiles essentielles. Donc, sur ma chaîne YouTube, oui, vous pouvez retrouver des méditations olfactives qu'on peut faire avec l'huile essentielle ou sans si on n'a pas l'huile essentielle. Mais moi, je la propose accompagnée par une huile essentielle. Je suis en train de chercher le nom de ma chaîne YouTube. Je ne la connais plus par cœur, le nom exact. Comme je n'ai pas toujours les mêmes noms. Alors, je vais vous le marquer. Alors, âme et lit, thérapeute holistique. Voilà.
C'est ça le nom de ma chaîne. Et puis sinon, vous le retrouvez sur mon site internet. Normalement, il y a les liens vers les réseaux sociaux et vers la chaîne. Donc, alors, si ça vous intéresse, je vais juste vous partager une ou deux expériences de réparation possibles que j'ai vécues avec des patients ou des clients. Voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut amener comme réparation. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec une dame qui, alors ça, je l'ai su après, bien sûr, quand on a fait le travail ensemble, mais je vous le dis pour vous situer, qui avait gardé en elle depuis 25 ans toutes ses émotions, tous ses ressentis. Elle les enfouissait, je vais y arriver, au plus profond d'elle, et elle montait son âme au-dessus pour ne pas ressentir, mais elle a encaissé et accepté l'inacceptable pendant des années. Elle était sous l'emprise de son mari, elle voulait s'échapper, il lui avait dit que si elle s'en allait, elle ne verrait plus son enfant, donc elle était obligée de rester, elle vivait l'humiliation, elle vivait vraiment des choses insupportables, mais elle était toujours très souriante, personne autour ne savait qu'elle vivait l'enfer et elle ne montrait rien. Et en fait, après des années de ce vécu-là, le corps a commencé à se manifester, bien sûr, hein, parce qu'à un moment donné, c'est plus acceptable pour lui. Donc, elle s'est mise à avoir des problèmes de santé qui se sont enchaînés, répétés, de plus en plus graves. Et donc là, elle s'est dit, bon, bah, maintenant, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Donc, elle a commencé à entamer un travail sur elle en allant voir la médecine chinoise, 2-3 trucs comme ça pour… Et puis, par le biais des synchronicités, elle a entendu parler de moi et elle est venue à moi pour me demander si je pouvais l'accompagner. Donc, je lui ai fait faire… on a d'abord beaucoup parlé toutes les deux pour comprendre où se situaient les nœuds et qu'est-ce qu'elle avait à travailler. Et puis ensuite, je l'ai emmenée en expansion de conscience pour aller revisiter toute son histoire de vie et pour qu'elle puisse aller reconnecter avec toutes les émotions qu'elle avait laissées de côté, enfouies. Alors bien sûr que quand on le vit en expansion de conscience, on a la capacité à reconnecter avec certaines émotions. Donc ça peut être intense, mais en même temps, on ne peut… c'est ça que j'adore avec cet outil-là. On ne reçoit que ce qu'on est capable de recevoir. Donc, il n'y a jamais des trucs de ouf qui nous tombent sur la tronche et qui font que on est bouleversé, on est traumatisé, on ressort de là. C'est toujours une expérience qui est à la mesure de ce qu'on est capable d'accueillir. C'est pour ça que parfois, on est obligé de retourner plusieurs fois en expansion de conscience parce que le gardien va laisser passer ce qu'on est capable d'accueillir sans que ça nous bouleverse de trop. Donc, ça va être progressif et par étapes. Mais enfin, bref, là, son gardien était open parce qu'il disait que là, c'était le moment ou jamais. Donc, elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions qu'elle a pu revivre et accueillir. Dans son corps aussi, je l'ai aidée. On a fait des respirations pour respirer à travers toutes ces émotions. Ça a été très intense. Et elle a pu lâcher des charges émotionnelles on se demande comment un être humain peut encore réussir à vivre normalement avec de telles charges émotionnelles enfouies à l'intérieur. Et alors, ce qu'elle m'a dit quand elle est revenue dans son état de conscience ordinaire à la fin, c'est qu'elle était bluffée par la précision des souvenirs et des choses avec lesquelles elle a reconnecté pendant cette expansion de conscience. Et aussi, alors, les souvenirs en eux-mêmes, ça l'étonnait d'avoir pu se rappeler de toutes ces choses-là, mais surtout d'avoir pu reconnecter aussi avec toutes les sensations précises. Par exemple, quand elle se rappelait d'elle petite fille, elle avait vraiment l'impression d'être cette petite fille. Elle avait vraiment reconnecté avec ce que ressentait cette petite fille dans le corps, dans les émotions. Enfin, c'était vraiment puissant. Donc, quand c'est comme ça, la personne repart après ce soin-là. Je prends des nouvelles, évidemment, le lendemain ou le surlendemain pour voir comment ça va. Parce que bon, elle va revenir me voir, mais elle ne revient pas me voir le lendemain. Donc, je veux être sûre que tout va bien. Et là, donc, 2 jours après, je lui ai posé la question. Elle me dit… je suis soulagée, je suis libérée, je me sens légère, qu'est-ce que je me sens mieux. Enfin, vraiment, pour elle, ça a été extraordinaire, juste déjà rien que cette séance-là. Et puis, après, les séances suivantes, on continue d'avancer, de cheminer parce qu'il y a encore du boulot à faire sur 25 ans de vie. Il y a plusieurs zones de trauma ou de choses à aller libérer, donc on va continuer. Mais en tout cas, voilà, ce premier rendez-vous, je voulais vous le partager parce que c'était assez puissant. Après, j'ai une autre situation aussi. Parce que on peut tout travailler, comme je vous le disais, donc c'est des choses totalement différentes. Là, pour elle, c'était son inconscient personnel qu'on a visité. Et puis là, j'ai une autre situation où c'est un travail transgénérationnel qui a été fait, où là, on va chercher, quand on arrive dans ces états-là, on va chercher
les aïeux, en fait, les ancêtres, qui sont en lien avec cette problématique. On leur demande de venir. Alors, si on sait qui, parce qu'on a des informations, ben, on peut appeler la personne en question. Si on ne sait pas qui, on dit « J'aimerais que les ancêtres avec lesquels je suis en lien dans cette problématique-là puissent venir pour qu'on puisse travailler ensemble. » Et là, il y a des personnes qui arrivent. Hein. La personne, après, elle voit, elle décrit qui elle voit. On regarde le lien d'où il part sur le corps physique, le lien négatif qui nous unit dans le trauma, dans la peur, dans les blocages, dans les conditionnements, peu importe ce qu'il y a à travailler. On regarde à quoi ça ressemble. C'est très important aussi de palper, de sentir ou de visualiser le lien, comment il est. Et ensuite, on va poser des questions à l'ancêtre, on va avoir des réponses qui vont arriver et on va pouvoir décortiquer la problématique, aller réparer l'ancêtre s'il a besoin, aller faire venir quelqu'un d'autre s'il y a quelqu'un d'autre de la lignée avec qui cet ancêtre a besoin de réparer ça. Enfin, c'est vraiment un déroulé, comme on ferait dans une constellation familiale, quand vous savez, quand il y a des personnes présentes qui représentent le grand-père, la mère, la peur familiale, peu importe. Sauf que là, ce sont des énergies qui sont présentes avec lesquelles on travaille. Et c'est vraiment puissant. Et du coup, ben, de ce travail qu'on a fait avec la cliente, elle a été complètement libérée de ce qui la bloquait, de ce qui l'entravait. Elle a même pu pardonner à un ancêtre, se pardonner à elle-même. Enfin, vraiment, il y a eu de très belles guérisons. Donc, ça a été magnifique, ce travail transgénérationnel aussi. Il vous reste combien de places dans vos accompagnements? C'est difficile de dire exactement. Il faudrait que je regarde dans mes créneaux, mais j'ai encore de la place en ce moment parce que j'ai des suivis qui se sont arrêtés. Donc là, c'est possible. Alors, j'ai une autre situation aussi dont je voulais vous parler parce que c'est un truc qui revient souvent aussi chez les femmes, des problématiques d'infertilité, d'incapacité à tomber enceinte, avec des examens médicaux qui sont faits et avec, on va dire, pas de réponse particulière. Il n'y a pas de… On leur dit qu'il n'y a pas d'explication, on va dire, forcément physiologique à cette incapacité à tomber enceinte. Et là, quand on fait une recherche, alors soit familiale et transgénérationnelle, ou alors dans leur propre histoire, on retrouve des traumas. Donc, par exemple, j'avais une patiente comme ça qui a vécu un accouchement hyper traumatisant, où il y a eu une césarienne en urgence, où on a eu peur pour la mère et l'enfant, et où pendant la césarienne en urgence, la tête du bébé était déjà descendue dans le passage. Donc, ils ont dû mettre la main dans le vagin de la femme pour faire remonter la tête du bébé. Et elle a vécu ça vraiment comme une intrusion et elle a senti un truc malgré le fait qu'elle était anesthésiée. Et quand elle a demandé s'il y avait eu quelque chose de particulier, on lui a répondu non, il n'y a rien eu de particulier. Donc, on lui a, entre guillemets, menti. On ne lui a pas dit vraiment la vérité de ce qui s'était passé. Et quelques jours plus tard, quand elle était vraiment perturbée parce qu'elle avait une sensation d'avoir été profanée, violée, enfin, il y avait vraiment un truc violent en elle. Et elle a une sage-femme qui était là pendant la césarienne, qui est rentrée dans la chambre et qui lui a dit « Ah, mais si, mais je comprends que vous soyez perturbée parce que c'est quand même pas rien. On a mis une main et on a fait remonter la tête quand même, c'est pas rien. » Et là, la femme a été choquée. Elle se dit « Mais en fait, on me ment. » Enfin bref, ça a été lourd pour elle. Et suite à ça, elle n'arrivait plus à tomber enceinte pour avoir un deuxième enfant, quelques années plus tard. Donc, on est parti en expansion de conscience pour aller revivre le moment de l'accouchement de ce premier bébé, pour aller voir ce qui s'y jouait. Elle a pu travailler sur s'affirmer face au personnel médical en expansion de conscience toujours, pour aller dire ce qui n'avait pas été juste pour elle, voilà. On a pu libérer les charges émotionnelles résiduelles qui étaient restées accrochées à ce souvenir traumatisant. Et bien, 2 mois après, elle est tombée enceinte. Bon, après, je termine aussi quand même, souvent, je refais faire ce que j'appelle une mise en lumière de la matrice. Donc, je fais circuler, sous la cascade, bien sûr, on fait circuler de la lumière pour remettre de la vie, de l'amour et de la lumière dans l'utérus, dans les ovaires, dans toute la matrice féminine, pour venir finir le travail. Mais en tout cas, le fait est que ça l'a libérée. Et j'ai eu aussi ce genre de choses par rapport à des mamans qui avaient des pertes d'enfants in utero. Des bébés qui meurent ou dont le cœur s'arrête à 5 ou 6 mois de grossesse ou des choses comme ça. Où là, effectivement, il y a un tel trauma, il y a une énergie de tristesse, de mort, de tout ce qu'on veut dans cet utérus. Du coup, n'arrive pas à retomber enceinte par la suite tant que ce n'est pas libéré. Et donc, en faisant ce travail en expansion de conscience, très souvent, en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, elle tombe enceinte dans les mois qui suivent. Donc, c'est assez bluffant comme outil aussi à ce niveau-là.
Et puis, parfois, on peut aussi, dans ces états de conscience, d'expansion de conscience, travailler sur des petites âmes qui ont été oubliées. Donc, soit des avortements, justement, soit des bébés ou des morts dramatiques d'enfants. Et ça a été tellement violent que les ancêtres ont préféré ne plus parler de cet enfant. Et tout le monde, c'est devenu tabou, ne sait même plus des fois que l'enfant existait. Et donc, des personnes qui sont dans les lignées en dessous peuvent avoir un lien avec cet enfant et avoir des problèmes dans leur existence, divers et variés. Et quand on retrouve l'information de cette petite âme, on va aller travailler en expansion de conscience pour lui redonner sa juste place, pour la reconnaître et pour couper le lien de souffrance avec elle. Et ça libère énormément les gens aussi. Donc voilà, c'était des exemples que j'avais envie de vous partager de choses diverses et variées qu'on peut travailler avec cet outil. Voilà. Est-ce qu'il est possible que plusieurs thérapeutes obtiennent des résultats de constellation familiale différents? Alors oui, je dirais que c'est même pas le thérapeute, c'est que à un instant T, dans un endroit T avec X personnes, T, Y, Z et X, ne va venir par le biais des synchronicités que ce qui va. C'est une alchimie extraordinaire, la constellation, parce que si vous avez participé, vous avez déjà dû vous en rendre compte. On vient à cette constellation-là, on est juste participant, on n'est pas constellant. On va venir vous choisir pour travailler un truc et pour être une personne ou quelque chose dans la vie de la personne qui constelle, qui va particulièrement vous correspondre et qui va vous faire bosser sur votre histoire à vous aussi. Donc, évidemment que selon qui est présent et selon à quel moment de la vie on le fait, ça ne va jamais donner les mêmes choses, en fait. Donc, ce n'est pas seulement une question de thérapeutes différents, c'est aussi une question de toutes les circonstances qui sont différentes, en fait. Si on pense avoir été violé bébé, l'expansion de conscience. Oui, oui. Alors là, ça, les viols, les abus, les trucs comme ça, j'en travaille beaucoup en expansion de conscience. Oui. On peut retrouver plein de choses du bébé. Et on peut, en expansion de conscience, aller protéger ce bébé, le rassurer, lui parler. Ouais, c'est magnifique comme travail, que ce soit un bébé, que ce soit un enfant, même que ce soit une femme adulte. Hein. Tous les abus peuvent être travaillés en expansion de conscience. Tout à fait. Et on peut même des fois voir qu'il y a des parts de notre âme et de nous-mêmes qui sont restées en dehors de nous à partir de ce genre d'expérience dramatique. Et si ça arrivait très tôt, ça veut dire qu'on est à côté de nos pompes depuis tout ce temps-là. On n'est pas dans notre corps physique depuis tout ce temps-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous écoute, je suis toute oui. Enfin, toute vue, parce que là, ce soir, je n'ai pas l'ouïe. Quelle heure est-il? Il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Que se passe-t-il si on n'est pas prêt à recevoir les... Eh bien, on est prêt. Ce que je disais tout à l'heure, parce que tu n'as pas d'informations qui vont te sauter à la figure si ton gardien n'est pas OK pour que tu aies ces informations. Je vais vous dire, j'ai même vu, c'est là que ça devient très fort, hein, j'ai même vu des personnes qui font la... Alors, quand on va dans ces niveaux de conscience et qu'on n'a pas l'habitude, comme on est vraiment sur un fil, parce que normalement, dans ce niveau de conscience, on dort. Donc, comme on n'a pas l'habitude d'être éveillé dans ce niveau de conscience, parfois, on est un peu somnolent, parfois, on s'assoupit, ça peut arriver qu'on s'endorme un peu. Et alors, c'est incroyable parce que quand on fait faire une visualisation sur toute la vie d'une personne, par exemple, quand on veut travailler sur toute une histoire de vie et voir qu'est-ce qui a besoin d'être réparé, la personne va s'endormir pendant les 5 minutes de l'endroit où, justement, son gardien ne veut pas qu'elle ait accès. Donc, parfois, si on n'est pas prêt à voir quelque chose, on ne va pas le voir. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses plus urgentes à travailler avant et qui ont besoin d'être travaillées avant qu'on en arrive à ce truc-là. Donc, il n'y a aucun danger à travailler en expansion de conscience parce que votre gardien est toujours là pour vous protéger et ne laisse accès qu'à ce que vous pouvez avoir accès. Merci pour toutes ces réponses. Peut-on travailler? Tu veux dire, est-ce qu'on peut aller bosser en expansion de conscience, tu veux dire? Ça dépend quel travail tu fais, mais ça va être compliqué. Bon, moi, je suis souvent en expansion de conscience, mais mon travail me le demande. Mais si tu dois aller travailler, faire un truc où tu dois être bien là, pour être concentré, il faudrait que tu sois vraiment très habitué et que tu sois en gamma. Gamma, c'est le haut degré de concentration. Donc, peut-être ça peut t'aider à être plus concentré si tu es en gamma, mais il faut déjà avoir travaillé cet état de conscience et être bien. Non, trêve de plaisanterie, quand on doit être dans l'instant présent, dans une activité précise et surtout ou pas risquer de se blesser, pas risquer d'abîmer du matériel ou de faire des bêtises, il vaut mieux être habiter tous les étages, comme je disais, et rester quand même très ancré.
Dommage, j'ai eu plein de coupures. Ah, bah, je suis désolée. Ouais, des fois, les connexions, c'est pas toujours nickel, hein. Je demande car je parlais de MDR tout à l'heure. J'ai vécu un mois horrible. Ah oui, alors par contre, ouais, alors ça, pour moi, dans certains cas d'hypnose thérapeutique ou de MDR, j'ai dû rattraper beaucoup de situations comme ça. Là, par contre, parfois, selon le thérapeute qu'on a, comme partout, il y en a des très bien, d'autres moins bons, hein, comme dans tous les domaines. On peut des fois aller trop loin dans l'intention qu'a le thérapeute d'aller dans le trauma et d'obliger la personne à aller plus loin là où elle n'était pas prête et d'un peu forcer la porte au gardien. Et là, on peut avoir des répercussions très ennuyeuses derrière. Donc, j'ai déjà effectivement reçu des gens qui avaient eu des séances de MDR qui avaient déclenché derrière des choses difficiles. Et en hypnose, si on va avoir quelqu'un qui vous fait une séance d'hypnose pour vous couper, par exemple, d'une phobie, j'ai peur de prendre ma voiture, je vais faire une séance d'hypnose, hop, j'ai plus peur d'aller prendre ma voiture, c'est merveilleux. Sauf que la peur d'aller prendre la voiture, c'était une défense qui était hyper utile dans la psyché de la personne et que si on lui fait sauter cette défense-là sans avoir compris à quoi servait cette défense, on la met en danger psychique. Donc, il y a des outils thérapeutiques qui, parfois, pour moi, selon qui va l'utiliser et selon si la personne a conscience de ce qu'elle va faire, peuvent évidemment avoir des conséquences dramatiques derrière. Ça, je comprends complètement, Anaïs. Peut-on confondre les états d'expansion de conscience et les rêves éveillés? C'est la même chose, en fait, un peu. Hein. C'est un peu la même chose. Hein. Quand tu es dans un rêve éveillé, c'est que tu as changé de niveau de conscience. C'est juste qu'après, tu ne sais pas toujours à quel niveau tu en es, à quel focus de Monroe tu te situes, mais en général, si tu fais un rêve éveillé, c'est que tu es parti dans un niveau de conscience différent. Merci beaucoup pour votre partage qui est vraiment d'une grande aide précieuse. J'ai vraiment apprécié la petite session sur la méditation que je pratique assez régulièrement, donc je suis habituée. C'est vrai que j'ai apprécié cette saveur. Merci infiniment. Très belle soirée. Merci. Merci à toi aussi d'avoir participé. Beaucoup de créneaux ont été réservés. Bravo. Quand j'ai actualisé ma page, plus DEA moitié est parti. Alors, plus de la moitié est partie, c'est ça? Que pensez-vous d'état d'expansion de conscience en binôme avec 20 personnes max dans la salle qui travaillent toutes à deux sur des thèmes tels que Renaissance, chemin de vie? Tout est possible, tout est faisable. Je pense que si la personne qui le fait se sent capable de gérer ces 20 personnes-là, très bien. Moi, je le fais rarement à plus de 6 ou 7 personnes présentes ensemble. Quand je fais parfois des retraites féminines, je fais faire des expansions de conscience, mais j'aime bien le faire avec un nombre de personnes où je me sens capable d'intervenir en cas de problème et en cas d'urgence. Donc, je ne le fais pas avec des trop grands groupes. Et c'est aussi pour ça que ce soir, je vous ai emmené dans le jardin, mais je ne vous ai pas fait monter en niveau 21, 27 ou je ne sais quoi. Pour ne pas, justement, comme vous êtes loin, que vous n'êtes pas à côté de moi et que je ne vous connais pas, je n'avais pas envie de vous faire prendre des risques. Donc, je vous ai laissé dans un niveau qui est suffisamment élevé pour planer un peu et pour aller faire des choses très, très belles. Je ne vous ai pas emmené dans des niveaux trop hauts parce que, voilà, je préfère toujours être en sécurité quand je fais faire un travail aux personnes que j'accompagne. Pas d'interaction possible. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, Agnès? Ah, tu veux dire qu'il y a des choses qui s'entremêlent entre les gens? C'est ça que tu veux dire par interaction? Je n'ai pas compris la question. J'ai fait 11 séances d'hypnose avec des thérapeutes, ils n'arrivent pas à me mettre en état d'hypnose. Bah oui, parce que ton gardien, il a peur. Donc, on n'y arrivera pas si on ne va pas d'abord dialoguer avec ton gardien et trouver comment le rassurer. Ça, c'est clair. Les gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à partir, c'est souvent que le mental, le gardien est très, très, très puissant parce qu'il y a des blessures profondes et qu'il a peur. Et il a raison. Parce que comme je le disais tout à l'heure, une séance d'hypnose, si on n'a pas fait les choses comme il faut, ça peut déclencher des trucs très difficiles après. Donc, ton gardien, il a besoin d'être d'abord qu'on s'occupe de lui avant d'aller chercher à te faire changer de niveau de conscience. Que je ne vais pas savoir me mettre en expansion de conscience. Eh bien, si tu vas pouvoir, si on arrive à rassurer ton gardien. On peut dialoguer avec son gardien. Et c'est hyper riche et intéressant d'aller dialoguer avec lui. Entre des participants, oui. Comment on trouve son gardien? Peut-on le voir, lui parler? Simplement, tu te mets en état de relaxation, de détente, avec une musique qui va bien, et tu l'appelles et tu lui parles. Tu échanges, tu interéchanges avec lui, déjà. Ça peut être ça. Puis si tu n'y arrives pas tout seul, effectivement, tu peux être accompagné. Mais c'est puissant d'avoir un échange avec son gardien. Déjà, si vous conscientisez qu'il y a plusieurs parties de vous-même, c'est déjà énorme. Parce que si on ne s'identifie pas totalement à notre peur, à notre émotion, et qu'on se dit « Ah, il y a une partie de moi qui ressent ça. Mais j'ai une autre partie de moi qui peut me protéger de ça, et j'ai une autre partie de moi qui peut observer ça. » Et là, vous êtes la personne qui observe
toutes les parties de vous qui interagissent. Et déjà, quand on arrive à faire ça, eh ben, on a déjà gagné quelque chose parce qu'on ne se fait plus embarquer, emmener totalement par l'émotion ou la souffrance qu'on est en train de vivre. Encore merci tout plein, je m'attendais à du blabla. Merci. Moi, j'ai quand même beaucoup blablaté. Hein. Pour tout te dire d'ailleurs, mes neveux et nièces m'appellent Tata Blabla, tellement je blablate. Mais j'essaie de dire des choses quand même un peu intéressantes quand même, donc ça va. Interaction entre participants, oui. Oui, bah oui, c'est ça qui est complexe. Et tout ça, ça peut aussi se travailler, Agnès, parce que selon l'intention que tu mets au démarrage de ce travail, tu peux dire « je me mets dans un état de condition où je ne veux pas, je ne veux avoir des informations que de ce qui me concerne et pas celles de… » Mais c'est difficile parce que quand on commence et qu'on se fait guider par quelqu'un, c'est qu'on ne sait pas le faire soi-même. Donc, aller se couper de ce qui se passe chez les autres et tout, c'est très compliqué. Effectivement, quand on est trop tassé et trop nombreux, c'est vrai que c'est compliqué. Eh bien, je vais certainement vous quitter. J'ai vécu des rêves éveillés. Je prendrai rendez-vous. Merci pour ce partage très intéressant. Eh bien, avec grand plaisir, Zora. Je vais vous laisser pour ce soir. J'étais ravie de partager ce moment avec vous tous et toutes, parce que nous avions des hommes ce soir. Et puis bah, peut-être que je vous reverrai, je vous recroiserai dans d'autres lieux, d'autres circonstances. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.